Salut Bertie, comment tu vas? Salut Esther, ça va et toi? Bah ouais, super. Je suis super contente de te recevoir, si je puis dire, hein, puisque malgré la distance, et ça c'est la magie des réseaux sociaux, la magie d'Internet, c'est Magnifique. que on est à quelque chose comme 8 heures de route, 100. toi et Oui, moi. 100. Oui, j'allais dire, ouais. Voilà, on est sur les deux extrêmes de la grande horizontale, hein, parce que moi je suis en Normandie et toi tu es dans l'est de l'est, j'imagine. Voilà. Tout S'il à te fait, en plaît, Alsace. c'est ça, ouais. S'il te plaît, présente-toi en tant que personne, mais surtout en tant que impliqué dans une association, pour que les choupis, quand ils nous Bah, écouteront, puissent savoir qui tu es. avec plaisir. Donc, bah, comme je t'ai dit, moi, je m'appelle Bertie et en fait, je fais partie d'une association qui s'appelle Mémorial Maginot de Haute-Alsace depuis Oui. maintenant 13 ans. Ouais, Et en fait, donc j'ai été bénévole pendant 13 ans et depuis quelques temps, je suis aussi secrétaire de l'association, donc c'est top. d'accord. Et alors, avant, tu m'as dit que tu avais commencé dans cette association, en fait, bien avant d'être bénévole. Raconte-moi un petit peu cette rencontre avec cette association. Alors, du coup, bah, cette association, moi, je la connais depuis que j'ai 7 8 ans, quelque chose comme ça, parce que mon père en faisait partie. Alors, mon père, il a toujours été passionné de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, un jour, il est allé voir un ouvrage de la ligne Maginot. Donc, un ouvrage, c'est une casemate, parce que la ligne Maginot, comme on en a un petit peu parlé, c'est en fait une ligne qui n'est pas comme la Grande Muraille de Chine. En fait, c'est tout simplement une ligne avec plusieurs bunkers qui sont séparés à X kilomètres pardon, de distance. Et justement, en fait, en Alsace, il y en avait un qui était réhabilité. Donc, on pouvait aller le visiter et le visiter comme à l'époque, et c'était vraiment top. Et mon père a adoré, et lui, tout de suite, il a voulu mettre un uniforme et faire les visites. Et moi, bah, du coup, bah, comme j'avais quand même 7 ans, c'était peut-être pas le meilleur moment. Donc, du coup, bah, moi, je suis venue en fait pour, bah, de temps en temps, pour les repas associatifs, etc. Et j'ai voulu bah, être bénévole vers 14 ans, tout simplement parce que moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de faire tout ce qui était accueil du public, donc la buvette, la caisse, toutes ces petites choses-là. Alors là, moi, je note deux choses importantes dans tout ce que tu viens de me dire et je veux vraiment faire une pause par rapport à ça pour que les choupis puissent euh, apprécier en fait ton Oui. travail. C'est qu'il y a à la fois quand tu étais enfant, c'est ce que j'appelle les bénévoles de l'ombre. Parce que mine de rien, ben, et moi je suis bien placée en tant que maman, c'est que je vois que quand je vais, comme tu dis, à un repas, quand je vais faire un week-end, pendant ce temps-là, ben, je ne suis pas avec ma fille, tout simplement, ou je suis, mais de façon très superficielle, hein, parce que des fois, elle met sa petite, enfin, quand elle était petite, elle mettait son costume normand, puis elle m'accompagnait. Mais bah, elle aurait sûrement préféré faire d'autres choses, pour être honnête. Donc, c'est ce que j'appelle les bénévoles de l'ombre, ou ben, mon mari qui m'accompagne, ou des choses comme ça. Et les associations bah, doivent être reconnaissantes, non pas aux bénévoles actifs, enfin, si, aux bénévoles actifs, mais en plus, à tous les bénévoles de l'ombre qui sont rarement mis en valeur, bien souvent par inconscience. En fait, on ne se rend pas compte tout simplement de tout ce qu'ils peuvent donner. Et, euh, et c'est d'autant plus important, c'est qu'à la fois, eux, ils donnent indirectement à l'association. Par exemple, bah, quand mon mari s'occupe de ma fille, ça me libère du temps pour moi être présidente d'une autre association. Rien que ça, déjà, il participe. Et puis, on voit que c'est aussi très pédagogique, puisque petit à petit, ça peut permettre à des enfants qu'on n'a pas dégoûtés, ça c'est important, qu'on a réussi à assimiler, ben, à eux aussi rejoindre le monde associatif. Alors toi, tu es Tout parti à sur le fait. monde associatif correspondant à celui de ton père, finalement, vous partagez une passion commune, la famille où les chiens ne font pas des chats. Voilà. Il y Mais avait je vois aussi que ma maman aussi, la pauvre, parce que c'est vrai qu'on l'oublie quand même, mais bénévole coucou de l'ombre, maman. ma maman aussi, qui a été à la buvette pendant longtemps aussi. Voilà. Et puis, donc, ce que je vois aussi, là, dans ce que tu parles, c'est les autres séries de bénévoles de l'ombre, c'est tous ceux de l'intendance. Parce que souvent, alors que ce soit une association comme la tienne, mais il y en a plein d'autres, on pense aux bénévoles qui sont sur le cœur de mission, en fait, qui vont aller sauver les chats, qui vont aller accompagner les enfants à des colonies de vacances, enfin, peu importe le sujet, toi ou vous qui vont défiler en costume pour être très mis en avant parce que finalement, c'est le cœur de mission de l'association. Mais finalement, l'association, elle a aussi besoin de plein de petites mains. Et c'est pas très, entre guillemets, c'est pas très glorieux. Tu vois, les gens, il
voilà, tu penses juste décharger le camion, juste installer la banderole. Enfin, toi, nous, on a un bénévole, c'est un grand costaud bricoleur, super bricoleur. Ah non, mais il me sauve des situations de fou, quoi. Parce que lui, il vient installer la banderole à chaque animation. S'il venait pas, ça n'aurait pas la même allure, quoi, tu vois. Mais effectivement, bah, personne ne sait qui c'est qui le fait, quoi. Enfin, à part moi, tu vois. Et je trouve ça, ta mission à toi, je trouve que vraiment, c'est important parce qu'une association ne peut pas tourner sans tous ces bénévoles de l'ombre qui font toutes les petites choses, l'accueil du public, la caisse, tout ça. C'est des choses souvent très pénibles, il faut être honnête, assez fastidieux, qui demandent. Très long surtout. Ouais, très long. Tu as des heures sans Sur la longueur. personne. Après, tu en as un qui vient pinailler pour 2 francs à 3 sous. On te pose 15 000 fois la même question. Enfin, j'imagine bien. Hein. Enfin, voilà. Où sont les toilettes? La grande question. Vous vous reconnaîtrez si vous avez fait la caisse ou la buvette d'un événement. Ouais, je crois qu'on l'a tous. Tu as envie de mettre le pot, tu sais, il est là. Une grosse flèche. C'est ça. Donc, je pense que c'est très, très, très important pour les associations. Et souvent, tu vois, quand je vois des recrutements de bénévoles, je vois passer beaucoup d'annonces, on ne demande pas forcément ce genre de compétences, entre guillemets, ce genre d'engagement, tu vois. Mais, par exemple, nous, on a un autre bénévole, il fait juste d'aller nous représenter, il représente notre association lors des commémorations nationales, tu sais, le 14 juillet, le 11 novembre, le 8 mai, parce que ça a toujours l'air, toujours en pleine journée, tu vois. Lui, ah oui, puis nous, on a la libération du village un 1er septembre, donc juste quand on travaille. Tout ce genre de trucs, il y va avec son t-shirt au nom de Passe-Temps, qui est mon association. Il nous représente. Puis nous, pendant ce temps-là, on s'occupe des choses, enfin, pas essentielles, mais des choses vraiment centrales à notre association. Mais lui, il est là en tant que représentant. Et donc, ce que je voulais faire passer... Je t'en prie. Non, parce que du coup, ça me permet de dire que c'est vrai qu'il y a ça, c'est une force de notre président aussi, c'est qu'il arrive à détecter, en fait, il est chef de chantier, je précise parce que je pense que ça aide du coup dans la vie réelle, on va dire hors association, quand il n'est pas en uniforme de lieutenant. Et du coup, il sait à peu près voir nos compétences et ce qu'on sait faire et nos qualités. Et je pense que c'est une grande force de savoir ça aussi, de se dire, attends, toi, tu aimes ça, tu as envie de faire ça, fais-le, c'est top. Et il encourage aussi tout ce que nous, on pourrait amener comme initiative. Donc ça, c'est vraiment bien et c'est important aussi pour une association. Ouais, voilà, c'était exactement le message que je voulais faire passer. Ouais, tout à fait. C'était ça, c'est que il faut penser à demander, à rechercher des bénévoles sur des petites choses et des fois, ça suffit largement. Il y a des gens, être là 5 fois par an pour les commémorations nationales, c'est-à-dire 5 fois 1 heure par an, et ça leur suffit. Ils auront tout donné pour eux et pour nous, l'association, au moins, ça représente... on a tout gagné. Voilà, on a tout gagné, ça nous représente un vrai plus. Effectivement, je suis complètement d'accord. Quand tu me parlais tout à l'heure de tenir une buvette ou de tenir la caisse, peut-être que toi, tu te libères toute la journée. Il y a d'autres associations qui peuvent avoir du mal, justement, à dire, ah non, les gens peuvent dire, non, ça fait trop long, j'ai mes petits-enfants à garder, j'en sais rien. Bref. Et c'est tout à fait le genre de mission qui peuvent se partager à 4 et il y en a un qui fait 8, 10, 10, 12, voilà, et on enchaîne. Et chacun a fait sa part en fonction de ses possibilités et il n'y a pas de jugement à avoir. Et au total, l'association, elle a pu tenir sur la journée et faire un bel événement. Et vraiment, c'est des choses qui ne sont pas assez creusées dans ce sujet-là, dans cette façon-là pour les associations. Donc, je profite vraiment. Et c'est vital en plus. C'est complètement. J'en profite aussi totalement pour dire que c'est vital tout simplement parce que justement, vous êtes en premier face aux clients, aux visiteurs, aux personnes qui vont vous rencontrer et que c'est important donc déjà d'avoir des gens, déjà premièrement, mais aussi d'avoir des gens qui sont conscients de ça et qui ont envie de faire de la qualité aussi et aussi en même temps de leur donner les moyens d'eux, donc ça ne veut pas dire investir beaucoup de budget, mais en tout cas avoir une organisation fluide pour qu'ils puissent faire ce travail au mieux. On est bien d'accord, on est super, on est raccord, toi et moi, j'adore. Ouais. D'ailleurs, tu nous expliques un petit peu plus, là, parce que, que je viens d'apprendre, peut-être qu'il y a plein d'autres choupis qui sont comme moi, que la ligne Maginot, ce n'est pas une mini muraille de Chine. Moi, j'ai toujours cru que c'était un mur.
On vient de m'apprendre que c'était des pointillés, avec chaque pointillé, c'est représenté par un bâtiment. Tu peux m'expliquer ce que fait vraiment ton association autour de ce bâtiment, en fait? Bien sûr, déjà, je vais juste faire un petit rappel historique, comme ça tout le monde est clair Ouais. dans l'esprit. C'est juste, alors pour schématiser, l'île Maginot, c'est une ligne de fortification qui a été construite donc, dans les années 30 pour faire face à l'Allemagne s'il y avait une attaque. 1930, hein, 1930. Oui, dans les années 30, oui. Après, il y a eu plusieurs temps, parce que le temps que justement ça se crée exactement, tout ça pour arriver justement, donc c'était une fortification qui était prévue pour la défense de la France face à l'Allemagne en cas d'attaque. Tout ça, ça nous mène aux événements de 1939-1940, c'est-à-dire en Attends, excuse-moi. 1939. Du coup, ça veut dire que c'est vraiment sur la frontière ou c'est un petit peu en interne? Alors, c'est situé en France. Toutes les casemates sont situées en France, mais vraiment, ça longe la frontière. Vous en avez de Lille jusqu'à Nice, à peu près. Ah oui, ça va jusqu'à Nice. Oui. Ah, mais moi, je croyais que c'était que en Alsace-Lorraine, hein, c'est tout. Ah, Alors, c'est vrai que, en fait, on il y en a apprend quand ces même trucs. la J'ai bien fait de majorité. venir. Là où c'est vraiment proche, c'est quand même vraiment la frontière contre l'Allemagne. Il faut savoir que ça a été rajouté par la suite parce qu'on a vu aussi qu'il y avait des mouvements qui venaient notamment d'Italie à l'époque, quand je parle de Nice, notamment avec Mussolini, etc. Et que ça a été aussi bien formé, on va dire, bien formé aussi dans le Nord parce qu'on a aussi pensé que peut-être les Allemands pouvaient passer par la Belgique, Luxembourg. Voilà. Peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'ils vont faire, on ne les connaît pas bien. Mais bon, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Et justement, en fait, donc ça, c'est des fortifications où on a mis des militaires de carrière à l'époque, en tout cas dans les années 30. Puis ensuite, en 1939, 1er septembre 39, il y a la déclaration de guerre avec l'Allemagne. Et justement, pendant l'année 39-40, en fait, jusqu'à mai 40, donc c'est-à-dire à peu près un an, un peu moins, vous allez avoir des personnes qui vont être réquisitionnées, qui vont du coup devenir militaires, aller dans l'armée française et faire ce qu'on appelle la drôle de guerre, c'est-à-dire la guerre où en fait, officiellement, on est en guerre, mais il n'y a pas de combat. Voilà. Et donc, toutes ces casemates vont être utilisées à cette époque-là, notamment pour ça, parce qu'à partir du moment où il y a des combats, enfin, ça ne vont pas être beaucoup utilisés malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui disent, et je trouve ça très vrai et très rigolo, c'est que la plupart des gens qui ont vu la ligne Maginot, ce sont des touristes. Voilà. Parce Ah que oui, il y justement, a il y a plus eu de tellement touristes peu que de de... soldats En qu'on vient fait, d'aller. D'accord, ok. voilà, totalement. En fait, il y a tellement eu peu de... Elles ont tellement pas été utilisées, pardon, pour les combats, toutes ces casemates, en fait, que justement, elles ont été totalement vidées après la guerre, parce que du coup, les Allemands arrivent en 40, voilà, c'est l'armistice, c'est le moment où justement il y a la collaboration, etc., l'État de Vichy, etc. On arrive du coup en 44, libération de la France, et ensuite du coup en 45, parce que chez nous ça va être plus loin le temps qu'ils arrivent quand même, les Américains. Et donc là, je précise quand même pour ceux qui ne le savent pas, c'est que moi, je vis en Normandie, c'est ce que je disais tout à l'heure, Ouais. et je vis à Dieppe, là où il y a eu les tout premiers débarquements. Donc je suis exactement, alors à l'opposé géographiquement, mais aussi à l'opposé de cet événement de guerre. C'est-à-dire que toi, tu as eu la prévention, et nous, on a eu Oui. le débarquement. Effectivement, déjà, nous, quand on voit les distances, parce que forcément, ils sont arrivés par la mer, quand on sait la date, ils sont arrivés en juin, mais moi, mon village, on est à 20 km de la mer, on a été libéré qu'en septembre. Déjà, il a fallu 3 mois pour faire 20 bornes. Voilà, Voilà. c'est pas fait comme ça. Donc, un Bah an, non. voilà, c'est ça. Un an pour aller jusqu'à toi et passer par Paris, hein, soit dit en passant. Aussi, Voilà. tout à Hein. fait. Et donc, votre Et association donc, ouais. à ce Ouais, bâtiment, juste en fait, j'avais juste besoin du coup de parler un peu juste de ce qui s'est passé après 45 parce que ça a défini justement vas-y, mon association. d'accord. C'est qu'en fait, justement, après 45, donc ces casemates étaient encore pleines, mais elles ont été pillées majoritairement et elles se sont retrouvées sur des terrains qui ont appartenu soit à des propriétaires, on va dire, personnels, c'est-à-dire vous avez votre maison, puis sur le terrain, vous avez une casemate, ou sinon à des communes, du coup, et en fait, elles ont été complètement laissées à l'abandon. Je rappelle juste parce que techniquement, on pense que comme les soldats français n'ont pas assez combattu, ce sont la honte de la nation, malheureusement. Et justement, on va tout faire pour oublier ce passage-là. Alors là, Tout... c'est exactement comme nous avec les bunkers qui, pour le coup, n'étaient pas français, mais qui étaient allemands. Forcément, quand ils sont partis, ils les ont laissés. Non, d'accord. Oui, Et ben voilà, on a la même chose. Et c'est seulement, effectivement, maintenant, c'est très récent que les bunkers soient réhabilités et pas à la gloire des Allemands, bien évidemment, mais plutôt
à la vie quotidienne pendant la guerre ou des choses comme ça. C'est revu autrement, quoi. On va dire que ça doit faire un petit peu une vingtaine, voire trentaine d'années, on va dire depuis les années 90, où on est déjà passé à la prochaine génération, c'est-à-dire pas les enfants, les petits-enfants, et que du coup, le fait, là, dans ce côté-là, c'est positif, mais le fait qu'on ait moins cet attachement, moins cette relation directe avec cette période-là, ça fait qu'on C'est peut moins émotionnel, quoi. Nous, on est plus voilà, sur du mettre en valeur. factuel, alors que les générations d'avant, elles étaient sur du souvenir. Enfin, voilà, j'imagine bien. Enfin, moi, Même si on reste dans ce domaine de souvenirs. j'accompagnais mon père, mon grand-père et puis mon arrière-grand-père qui était porte-drapeau aux cérémonies. Et c'est vrai que à chaque fois, eux, ils pensaient à leurs camarades. Enfin, c'était obligé. Moi, je pense, moi, quand j'y vais, je pense à mon papy et à mon bébé. Voilà, c'est pas, entre guillemets, pas plus que ça, quoi. On peut Mais tout à comprendre fait. hein, ce décalage. Hein, c'est évident. OK, et donc, voilà. Donc, vous avez Voilà, cette donc, caserne. On arrive à cette caserne. voilà. On arrive du coup à maintenant, et c'est-à-dire que, donc on est, alors je précise, je le dis quand même, même si ça ne va rien vous dire, mais en fait, donc il y a une casemate qui s'appelle la casemate de la Schönbach, on va l'appeler la casemate, ce sera plus simple, qui se situe à Uffheim qui est à côté de Mulhouse dans le Haut-Rhin, voilà, si jamais. Et donc Ça, c'est c'est la vôtre. Ça, vraiment, c'est la tienne. Ça, c'est la tienne. ça c'est la mienne, ça c'est la mienne. Et OK. donc, du coup, en fait, cette casemate-là, elle était à l'abandon et la commune qui est, voilà, c'est vraiment un village, tellement un village qui n'a pas de boulangerie, etc. Voilà, je vous dis vraiment, c'est vraiment petit. Bah, justement, Donc, donc, vous êtes combien d'habitants? d'habitants, ça, je ne sais pas, désolée. Oui, mais vraiment, C'est enfin, tellement, effectivement, s'il n'y a pas de boulangerie, c'est vraiment un petit village, quoi. Enfin, voilà. surtout à l'époque, quand ils ont voulu la Ah, réhabiliter. Et donc, du coup, il y a une association qui s'est créée pour réhabiliter cette casemate parce que la commune a voulu en faire une visite. En fait, la commune a vu tout de suite qu'il y avait un potentiel pour oui, attirer des personnes sur son terrain, pour ouais. avoir des touristes, etc., etc., et pour développer, du coup, son rayonnement à plus grande échelle. Et ben, elle a donné des subventions dès le début pour nettoyer la casade parce que elle était sous de la terre, des herbes, voilà, des arbres, J'aurais bien le etc. fait. Mais voilà, il faut voir ça. Et puis aussi, la mettre aux normes, on va dire, d'accessibilité. Bon, même si à l'époque, on ne parle pas beaucoup d'accessibilité, mais au moins une mise L'accueil aux du normes avec public, on est bien. Ouais, l'accueil du public, oui. Je ne parle pas de voilà, tout ce qui est handicap, etc., mais vraiment un accueil du public dans le sens touristique et aussi pouvoir la redécorer. Alors, j'aime pas dire ce mot, mais c'est à peu près ça, comme à l'époque. Parce que tout ce qui se trouvait dedans, comme je vous l'ai dit, ça a été pillé. Donc, les gens pensent que ça n'a pas de valeur, donc c'est très dur à trouver. Et voilà, des choses comme ça. mais de la Et donc, reconstitution. En fait, là, l'objectif de la commune, c'était de faire, on va dire, un musée avec une remise en situation. On voit beaucoup ça, par exemple, oui, je ne sais pas si c'est lié à ma région, mais on a des écoles, par exemple, classe des années 50. Et en fait, tu as tout, il manque juste les oui, élèves et la maîtresse, qui sont remplacés par des mannequins avec la tenue toi, de l'époque. Et puis tout est en situation, tu as les cahiers, la plume, la carte. Donc si je comprends bien, en fait, la commune, elle a voulu faire ça en situation de comment étaient les soldats français en attendant les soldats allemands, quoi. tout à fait. C'était vraiment un partenariat entre l'association enfin notre association en fait, qui n'avait pas le même nom, mais c'est en fait, elle a été dissoute puis refaite sous un autre nom. Donc voilà, mais ça reste la nôtre. Petite C'est les sauce mêmes gens. interne. Oui, c'est les mêmes personnes en fait. C'est juste voilà. Mais du coup, c'est notre association, donc Mémoire Imagine Alsace, et aussi la commune en même temps. Ça a été vraiment un partenariat pour la réhabiliter et pour en faire un lieu visitable. Alors c'est quelle Et donc surface en notre fait? mission, c'est ça. Un bâtiment comme ça quelle surface? Oh, c'est pas grand, c'est vraiment un tout petit appartement. Vraiment, on est. Alors, je sais pas la surface exacte, mais parce que moi, je fais pas du tout la visite, donc du coup, j'ai absolument Ouais, c'est aucune ça. idée Non, mais c'est pour se des rendre tout compte, petits. c'est 20 Voilà. mètres carrés, c'est-à-dire une salle à manger, ou c'est 200 mètres carrés, une maison complète, quoi. Toi, c'est juste pour se rendre compte. Je dis au Plutôt hasard, une quoi. maison complète parce qu'il y a 2 étages. D'accord. En fait, il y a un sous-sol parce que toutes les casemates devaient être indépendantes si jamais l'une ou l'autre était détruite, ce qui fait Mhm. qu'il y avait tout ce qu'il y avait eau, électricité, etc. Déjà prévu à l'époque. D'accord, oui, Bon, puis du ils coup, avaient bon, leur bien réserve, sûr, donc il y avait le lieu de vie, un lieu sûrement, on va dire, militaire. Voilà, ok, je comprends. Ok, donc ils un étaient beau 6 hommes bâtiment. maximum dedans, dans cette casemate, à pouvoir y Vi- vivre et en tout cas à Vivre, empêcher les attaques. vivre en vase clos, en fait, c'est surtout ça, c'est qu'ils étaient supposés pouvoir tenir le choc tout seuls, enfermés, quoi. Si jamais, ouais, si jamais il y avait une attaque et qu'ils avaient je sais pas, des bombes qui leur tombaient dessus, ils pouvaient survivre pendant quelques jours sans problème. Alors, vraiment, je vois que c'est exactement le même concept que
Les bunkers, nous les bunkers, ils vont sur les tout petits, je crois que c'est dans les 50-80 mètres carrés et ça monte jusqu'à 120-150 mètres carrés, 150 mètres carrés. C'est déjà des Parisiens qui seraient contents d'avoir un appart de cette taille, quoi. Donc, voilà. Je vois bien un Oui, peu. encore, il y a des forts plus grands. Après, alors peut-être pas dans les bunkers, mais dans l'Imaginot aussi, il y a des forts plus grands. Par exemple, le fort de Chenambourg, qui est du coup cité comme peut-être monument préféré des Français, parce que c'est un fort qui... Oui, parce qu'il y a une liste comme ça qui existe de Stéphane Bern pour Ah oui, valoriser oui, les monuments l'émission, français. ouais, oui, c'est vrai, Voilà. puis chaque année ça change, donc en fait on change de monument Oui, préféré, d'accord. et en fait, les votes sont arrêtés, donc je ne sais pas qui sera. La révélation, c'est par Journée du patrimoine. Et donc, par Ouais. exemple, ce fort, c'est un exemple pour montrer un peu la différence, c'est que lui, il faut se déplacer avec une rame de train dedans. Donc, il y en a vraiment des immenses qui sont Ouais, c'est faits à pour des ça points peut-être aussi qu'il stratégiques. s'appelle un fort et pas une casemate, quoi. Voilà, nous, on appelle ça vraiment une casemate parce que c'est vraiment une casemate. Et le but, c'est vraiment d'attaquer à l'endroit principal, qui est du coup toute cette zone, on dit les trois frontières, donc qui est vraiment le pic entre l'Allemagne, la Suisse et la France. D'accord. Donc Et vers Bâle. du coup, alors vous, votre association, vous êtes à la recherche de ces accessoires pour reconstituer, vous les refabriquez ce qui vous manque, Oui, vous faites ça quoi comment vous faites? tout à fait. En fait, donc il y a soit on fait appel à des gens qui ont dans leur collection. Très souvent, c'est d'autres associations, majoritairement. Ça peut aussi arriver qu'il y ait des entreprises qui existent, qui font de la copie. Ça existe, de copies de canons, Copie oui, copie à à l'identique, ouais. l'identique. Ouais. Voilà, des choses comme ça arrive aussi. Donc nous, c'est ça, c'est la partie réhabilitation. Euh, donc j'en parlerai aussi un peu plus tard parce qu'on a créé un petit musée à côté, mais c'est le même principe aussi. Je pourrais dire qu'on cherche aussi des uniformes, tout ce qui est matériel d'époque pour mettre en place et mettre en valeur. Ça, c'est une partie 1. La partie 2, qui est la plus présente, c'est vraiment la partie visite. En fait, qu'on fait des visites de mai à septembre, tous les premiers dimanches du mois. Pourquoi? Parce qu'on est une asso et qu'on est tous bénévoles, donc on peut pour l'instant pas ouvrir plus. Et puis surtout là, on repart un petit peu d'avant. Oui, avec le d'avant confinement, toutes les billes sont Oui, remises au milieu, là, tout le monde recommence à zéro, on est bien d'accord. oui, voilà. Donc, du coup, c'est un peu, voilà, ça débute, mais ça, c'est notre vraie mission principale. Et aussi, il y a, Excuse-moi de oui, t'interrompre, parce que sinon, je sens que je vais avoir tellement de questions qu'après, ça va être une vas-y, checklist. vas-y, Vos vas-y. visites, elles sont payantes Oui, elles sont et payantes. Alors, oui. oui. Et, ce que je voulais savoir, c'est parce que tu me disais que c'était un local normalement prévu pour 6 personnes. Donc, quand on visite, on est limité en nombre de personnes. Il y a des tours de rôle, c'est sur réservation. Comment ça se passe, ça? Alors, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a en fait, la visite, elle est uniquement guidée. Elle ne peut pas être libre. Ouais. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prévoit un départ du coup toutes les heures, en sachant qu'en fonction des bénévoles, etc., de ceux qui sont disponibles, mais toutes les heures, genre 10 heures, 11 heures, etc., vous avez un départ. Et il n'y a pas besoin de réserver, il faut juste venir. Voilà, vous payez votre ticket d'entrée, puis après, vous avez un groupe. En général, on fait des groupes de une vingtaine de personnes. Et si jamais vous êtes déjà un groupe aussi, on peut se permettre de faire tel jour à telle heure aussi une visite, on fait sur commande en fonction Sur du groupe. commande pour, Et je sais si on pas, peut, un groupe scolaire ou un truc comme ça c'est sur réservation voilà. longtemps à Ça, c'était la l'avance. troisième. Du coup, c'est exactement ce que j'allais dire en troisième mission. En fait, c'est totalement ça. C'est tout ce qui est scolaire, où on se déplace dans les écoles et aussi on a beaucoup d'écoles qui viennent à nous. Mhm. Pourquoi? Déjà parce que c'est un petit fort, enfin, c'est une petite casemate, donc c'est beaucoup plus simple. Parce que justement, c'est une visite en uniforme et ça fait un atout majeur, même Je veux si dire que les le gamins, bénévole est en uniforme, oui, c'est ça? le bénévole qui vous guide est en uniforme, donc même si, bon, on ne se rend pas compte de qui est quoi, vraiment quelle est la hiérarchie, on s'en fiche, ça fait toujours quand même plus d'effet. Et aussi, la troisième chose, c'est vu notre situation dans le Haut-Rhin et même sur toute la ligne Maginot, on est un peu la seule à se targuer, si on peut se dire, d'être entièrement entretenue par une association, ce qui n'est pas le cas de celles qui restent encore en compétition, donc qui seraient du coup visitables aussi, et qui sont donc en général bien sûr plus grands et qui sont gérés par les communes elles-mêmes ou par le ministère des Armées directement. Alors du coup, j'ai une autre question. C'est que ah, zut, elle m'échappe. Oui, ah Euh, mince. Juste un moment, je vais dire non, mais j'ai ma super question. C'est super envolé. Oui, Non, je les parle, je écoles. parle.
Les écoles, est-ce que c'est que des écoles locales ou vous avez des écoles qui ont fait un voyage un peu plus loin? J'en sais rien, des écoles parisiennes, enfin voilà, de d'autres régions. Voilà, c'était ça ma question. Alors, majoritairement, c'est des écoles locales. Majoritairement, on est beaucoup sur toutes les classes du primaire. Oui. Par contre, il nous arrive aussi, on va dire en proportion numéro 2, d'avoir beaucoup de licences ou masters donc sur Mulhouse et sur Strasbourg qui viennent aussi visiter du coup pour licence d'histoire et master d'histoire en général pour du coup en savoir plus sur cette période. Parce que là, tu me dis en élémentaire, toutes les classes, mais normalement, c'est le programme du CM2. Donc, ça m'étonne que vous croisiez les autres classes, tu vois. Après, c'est plus dans. Ça dépend des personnes enfin, des profs qui nous demandent aussi, parce que aussi, il y en a pas mal qui demandent ça en sortie de fin d'année. Donc, c'est pas forcément au programme, mais c'est pour avoir. En fait, comme on est. En fait, la casemate, du fait elle est seule au cours de Verdure, il y a aussi pas mal de personnes qui se disent on en profite pour faire l'après-midi sur place, on fait pique-nique ou des choses comme ça. Ah Alors là, oui, c'est vrai que ça oui, je vois fait ce que je veux longtemps dire, que c'est ça n'a que pas été fait à cause de la Covid. alors ça veut dire que c'est pratique pour des groupes de type colonie de vacances ou enfin voilà, tous ces groupes-là, c'est facile pour eux Oui. parce que, voilà. Et C'est pas forcément au programme. Puis comme nous, on se déplace aussi, du coup, ça fait une sorte d'animation. Enfin, c'est pas forcément par ouais, rapport ouais, au ouais, programme ouais. précisément. Je vois, c'est super intéressant, là, vraiment ce que je trouve ça génial. Euh, et est-ce Et que comme c'est du du coup, coin. j'avais une autre question, du coup, vous, est-ce que vous faites une démarche de prospection auprès des écoles? Alors, nous, en tant que tel, non. Je sais très bien que voilà, toutes les personnes qui le feraient, notamment le président, parce que lui, il adore faire le public relation, il ne le fait pas. En même temps, c'est une de ses premières missions. C'est une de la première. Oui, il adore ça, donc c'est vraiment top d'ailleurs, en vrai. Et donc, du coup, non. Et en fait, on n'en fait pas. C'est très souvent, d'ailleurs, tous nos niveaux, on va dire, vraiment, si on va dans le niveau financier, voilà, sans dire de chiffres, on n'a pas du tout de problème de ce côté-là. On a beaucoup de budget. Très sincèrement, tous les groupes qu'on a, c'est eux qui nous contactent. D'ailleurs, on a eu, comme tu parlais, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a eu des colonies de vacances qui nous ont contactés cette année. C'était la première fois pour nous, vraiment style colonie, dans le sens où elles vont rester une semaine dans la région et qu'elles ne savent pas quoi faire Oui, pour ça fait une animer. activité. Et puis, Du coup, ouais. et ça, c'est la première fois pour nous aussi. Et vraiment, tout ce qui est non, on ne va pas faire des démarchages dans les écoles, on fait plutôt des démarchages, donc, bon, bien sûr, là, on en parlera après de tout ce qui est réseaux sociaux, mais on fait beaucoup de démarchages plutôt pour tout ce qui est euh, pour notre constitution du 14 juillet, donc ça aussi on en parlera, Pour mais les animations grand public. Vous visez plutôt le l'animation grand particulier et public, le grand public. donc oui, vraiment le particulier, les familles Alors, juste pour info, tu pourras notamment. éventuellement en parler à ton président s'il voulait développer cet Ouais. aspect groupe scolaire. Les écoles reçoivent, alors des fois par des marques, mais des fois il y a des choses des marques d'organisation, tu vois, de sorties scolaires, de voyages scolaires de fin d'année, toi, un petit peu comme, j'allais dire, qu'est-ce qu'on a, l'UCPA. Enfin, c'est pas l'UCPA, mais toi, c'est l'UCPA qui organise plein de stages ils ont la même chose, mais Mm. spéciale sortie scolaire. Ou D'accord. séjour vert, séjour, tu vois, ils reçoivent un guide publicitaire, forcément. Et je te jure, hein, c'est pas pour rien, c'est des gros guides comme ça, Trop avec bien. voyage scolaire ou sortie scolaire à la montagne, à la mer, tu vois, avec des thèmes. Et donc ça, il y a des marques qui regroupent. Et puis, il y a des guides D'accord. qui sont, entre guillemets, neutres, un peu genre le routard, tu vois, le routard spécial école. Après, les noms, là, comme ça, ils m'échappent. D'accord. Mais où ils vont avoir, par exemple, région par région. Donc, s'ils vont dans le Bas-Rhin, ils sont dans le Bas-Rhin ou ils ont envie, une école normande qui voudrait aller faire un voyage dans le Bas-Rhin, hop, elle ouvre la page Bas-Rhin De et loin. elle voit tout ce qui est faisable. Mais elle voit, encore faut-il être référencé. Tu vois, elle voit ce qui s'est fait Oui, référencer dans le guide. Donc, je pense qu'un d'accord, je connais pas. président qui est très fort sur les relations publiques, il peut essayer de retrouver ces types de guides pour pouvoir se faire référencer dedans. Tu vois? Après, le truc, c'est que je pense qu'il n'y a pas eu de communication de fait, tout simplement parce que justement, comme on ne peut pas être forcément là tous les jours, je pense que c'est vraiment ça. Et c'est pour Oui, ça après, l'envie moi de je dis, cibler c'est les possible, particuliers. hein, C'est plus dans ce sens-là. Tu vois. c'est possible, tu sais, c'est comme les Mais c'est téléphones, bien. ils font 3 millions de choses, puis des fois on s'en sert juste pour appeler, c'est bien. Quoi. C'est la même C'est vrai. chose pour tu sais, les offices du tourisme. Alors vous, forcément, je dirais, ça s'impose, qui font différents guides.
ils vont faire, tu sais, les promenades à vélo, Oui. que faire à telle date, machin. Et ça, généralement, c'est à nous, en tant qu'association, de les contacter en disant « Ouh, on est là !» tu vois. Mais il faut Alors ça, sur ce côté... Ah, oui. ouais, et ça, il faut énormément anticiper. J'en profite pour le dire aussi aux choupis qui nous écoutent. Par exemple, là, quand tu me dis, on fait un truc le 14 juillet, c'est pas le 13 juillet qu'il faut appeler l'Office du tourisme, hein, parce que les guides de l'été, tu vois, c'est des gros guides, tu sais, qui sont distribués, qui sont mis dans Oui. les portants. En gros, Ça, ceux de c'est l'été vont les avoir aux vacances de Pâques. en juin. Ouais, Oui. tu vois, juin, ça dépend Enfin, quand c'est distribué, je veux dire. Ouais, c'est ça. Mais Et ça veut dire qu'eux, ils ont travaillé dessus pour octobre. oui. Que là, si vous voulez être dans le prochain guide de l'été prochain, faut déjà commencer à réfléchir, à trouver vite les contacts, à dire est-ce qu'il est encore temps, moi j'ai ça à vous envoyer. Enfin voilà. Il ne faut pas traîner, il faut vraiment beaucoup anticiper. Et c'est pas parce que c'est trop tard pour l'été prochain qu'on abandonne. Ça veut dire qu'on se met déjà dans la roue pour l'année suivante et il faudra Ouais, bien d'après. que ça rentre dans le système. Ben, Après, c'est bien, ça me généralement, ils permet reprennent de d'une dire année quelque sur chose. l'autre. Le Ah, truc, c'est d'y rentrer la première fois. Excuse-moi, Bertie, je t'ai non, interrompu. t'inquiète. Ça me permet de dire quelque chose totalement sur ce que tu dis, donc c'est super. Nous, donc, on dépend, si on peut dire, de l'Office de tourisme de la région, qui est l'Office de tourisme de Saint-Louis. Et du coup, eux, dès le début, nous ont inclus dans le catalogue. On a vraiment une très bonne relation avec eux. Cependant, juste pour dire aussi, c'est pas parce qu'on est dans l'Office de tourisme de Saint-Louis qu'il faut se cantonner à Saint-Louis. Ça nous l'a encore prouvé cette année. Les gens qui viennent nous voir sont capables de faire 2 heures, 3 heures de route pour venir nous voir. Donc, du coup, voilà, il ne faut pas hésiter à aller dans d'autres offices de tourisme. Alors, nous, par exemple, ce serait Mulhouse, puis Colmar, puis Strasbourg, voilà, etc. Dans la lignée, et puis peut-être autour aussi. Mais c'est aussi, donc ça, c'est déjà un premier point, de ne pas se cantonner au seul qui est autour de nous et qui, entre guillemets, est celui logique par rapport à la localité. Mais aussi, en même temps, quand tu me dis de vraiment planifier, etc., mais ça, c'est aussi pareil de se dire qu'il y a d'autres moyens de communiquer. Alors, je ne vais pas parler de réseaux sociaux là, mais il y a aussi tous les offices de tourisme qui mettent en place, par exemple, des applications, qui mettent en place des sites web spéciaux pour l'été, tu le disais, par exemple, ou voilà, qui mettent en place des campagnes spéciales. Type moi, par exemple, chez moi à Mulhouse, il y a des brochures voilà, spéciales pour l'été ou des choses comme ça. Mais ça aussi, ça se prépare hyper longtemps à l'avance. Et c'est aussi un moyen d'acquérir des personnes en tout cas nous des visiteurs dans ce cadre-là, des visiteurs de manière plus fluide et assez simple pour nous, puisque techniquement on a juste à donner nos informations et si la personne est d'accord, ou en tout cas peut-être, je ne sais pas comment ça fonctionne en fonction de l'endroit, mais en tout cas si la personne est d'accord, c'est elle qui s'occupe de tout faire et ça c'est vraiment top. Ouais, c'est ça. Vous faites juste. Enfin, il faut dire ce qui est vrai en fait à un moment donné. Et ce qui est vrai, là, quand tu parles des brochures, je pense, parce que nous, on a le Calvados qui est très, très, très touristique, qui est à 1 heure de route de chez nous. Et c'est vrai que quand on va sur Lisieux avec Sainte-Thérèse de Lisieux, qui est un lieu extrêmement touristique, ça n'empêche pas qu'on va trouver toutes les brochures qui correspondent au château normand, c'est-à-dire au château viking de notre époque, parce que nous, on est une région qui est quand même très touchée par l'histoire, donc on a plusieurs poules comme ça, Bravo. et qu'on va trouver toutes les brochures pour le mémorial, pour les plages de débarquement. Et à vice-versa, quand on va sur les plages de débarquement, on va trouver des brochures, par exemple, sur tout ce qui concerne les animaux sur le département ou sur la région. Ce qui fait que ceux qui ont des enfants qui sont passionnés d'animaux, genre nous, voilà, on va voir aussi bien la ferme aux crocodiles locale. Les crocodiles normands sont réputés pour leur férocité. On va voir le zoo. Voilà, c'est par thème. Souvent, c'est par thème. Mais en fait, il y a des thèmes qui se recoupent en fait. Des fois, le même événement peut être sur plusieurs brochures parce qu'il va regrouper plusieurs thèmes. Donc, et même sans le savoir. En plus, c'est génial que tu en parles parce que c'est exactement ce qu'on a fait mais il y a peu de temps, donc je peux en parler. Mais oui, je sais, c'est pour ça que je suis là. C'est vraiment top. Et parce que donc, du coup, donc, pour notre événement, on a fait des flyers qu'on a distribués. On est allé, donc, plusieurs d'entre nous dans plusieurs musées, office de tourisme, etc., pour les déposer. Déjà, premièrement, on a toujours été très bien accueillis, donc accueillis, pardon. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Déjà, il ne faut pas avoir peur. Et deuxièmement, en fait, comme tu dis, il y a des choses qui se croisent, mais même des choses qu'on ne pense pas.
il faut savoir un petit peu sa cible et connaître un petit peu quelles personnes viennent chez vous. J'ai envie de dire, nous, on a de la chance d'avoir 20 ans d'expérience derrière nous. Donc, la cible, on voit à peu près qui c'est. On n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Tu dis typiquement le zoo. Le zoo, on est en train de se dire, mais c'est quoi le rapport entre le zoo et la casemate? Rien à voir. Le zoo aussi, parce que techniquement, la cible qui va au zoo, c'est un papa, une maman, et du coup, justement, et des enfants, et qui du coup cherchent des activités originales pour leurs enfants. Donc, ça se rejoint. Original et pédagogique, ludopédagogique, c'est-à-dire qu'ils veulent aussi que les Oui, enfants apprennent un peu. Et comme tu disais tout à ça se l'heure, rejoint. Voilà. par rapport aux générations, c'est que nos enfants n'ont pu, comme par exemple moi qui suis bien plus âgée que toi, moi la guerre, la libération et tout ça, le quotidien, c'est mes grands-parents qui m'ont parlé directement de ce qu'ils ont vécu. Ma fille, elle n'a pas ça. Parce que ses arrière-grands-parents, malheureusement, sont décédés. Donc, elle n'a jamais pu parler avec quelqu'un qui a vraiment été témoin. Alors, et surtout, c'est que moi, je me rappelle, mes grands-parents, ils ne nous racontaient pas l'histoire telle qu'on l'avait à l'école. Toi, ils ne nous racontent pas des dates, ils ne nous racontent pas ça. Mamie, elle racontait l'Exode, et comment elle avait pris son gamin, sa poussette, et vas-y, je pars sur la route. Et c'était du vrai vécu, quoi. Et je pense que vous, souvent, les associations de reconstituteurs, c'est ce que vous faites. Et tout à fait. Voilà, ça nous permet finalement une association, nous, en tant que parents, qui avons eu cet apport, ce partage d'événements par rapport en direct par des témoins. Finalement, c'est vous qui faites le relais parce que vous, par votre expérience, par votre connaissance, vous faites le témoin à la place de la génération qui a disparu. Et je trouve que c'est intéressant pour des parents qui ne vont pas raconter des souvenirs qui ne sont pas les leurs, ils vont juste avoir des petites bribes de « Ah ouais, mamie, elle m'avait dit quoi au fait, c'était quand, c'était pourquoi, quel était le lien avec les… » Alors que vous savez faire le lien avec les choses, quoi. Vous savez les dates, voilà. Donc, Oui, puis on ça est dans une génération très, très visuelle, donc dans le sens où en fait, il faut montrer les choses pour les comprendre. Et c'est quand même bien plus simple d'avoir du coup une casemate, un guide pour vous parler de ça, que réellement le lire dans un livre où voilà, c'est un peu sans vie. Ça met un peu, ça remet l'humain, j'ai envie de dire, à la place centrale qu'il avait à cette époque, parce que il y en a moins en moins qui peuvent nous témoigner de ça. Et donc, en prenant la relève, ça permet justement de continuer ces devoirs de mémoire. Ouais, là, je voyais On appelle ça. l'évolution, tu vois, nous, sur les plages de débarquement, comme tu disais, ils le font de plus en plus, non plus montrer, mais vivre. Là, il y a une Oui. association dont j'ai entendu parler cette semaine. Ils ont réparé des jeeps, les bonnes vieilles jeeps là, qui ont été parachutées, et maintenant, les gens peuvent faire des tours en jeep. Tu vois, c'est pas juste je regarde des jeeps alignés dans un musée. Maintenant, c'est je monte dans la Jeep et je fais un tour et je vois ce que c'est que de rouler dans une voiture qui est un peu break-ballante, machin. Je sais qu'il y a aussi des reconstitutions. On peut monter dans l'équivalent d'un avion. Et en fait, tu sais, évidemment, tu es au sol, mais l'avion, il Un bouge. simulateur. C'est comme si tu te faisais canarder de gauche, de droite. Enfin, les gens, ils vivent dedans, quoi. Et je pense que pour des Rien gamins, que des jeux de lumière, ouais. lumière et de son, déjà, ça fait déjà pas mal de choses, je trouve. J'en ai vu par exemple à Bastogne, Ouais. Bastogne War Museum, je crois que ça s'appelle, ou c'était où Enfin bref, ça existe assez souvent quand même, ce genre de choses, et c'est déjà assez immersif, et ça, je pense pas que ça demande beaucoup de budget, mais c'est quand même, voilà, faire vivre l'histoire, c'est Ben, pas... je pense que le gros du travail, c'est de préparer le show. Entre Oui, autres, il y a des après, vidéos. Souvent, il y a des vidéos. Je pense justement, un des musées, c'est un. Je suis en train de chercher le nom. Enfin bref, quand il y a de toute façon, tu sais, sur le long des plages, là, tous les oui, villages, chaque village a son musée. oui, c'est Et vrai. il y en a un, en fait, toi, tu visites le musée. Tu as la reconstitution de la plage, forcément. Tu as des militaires, tu as des tenues, tu as des jeeps, bien sûr. Et à un moment, tout le monde rentre dans une salle et il y a une projection de 15 minutes qui explique, en fait, on va dire, les événements et ainsi de suite. Et comme tu disais un peu tout à l'heure pour tes groupes, c'est qu'il y a les versions anglaises, les versions allemandes, la version française. Donc, tu passes à ton tour. Hein, putain, voilà, tu attends que ce soit la bonne langue pour toi. Et je pense que le plus gros du travail, c'est de préparer cette visio, quoi. Enfin, de préparer la vidéo. Une fois que la vidéo elle est faite, Oui, elle tourne des années, puis c'est tout, quoi. tout à fait. Et puis, effectivement, c'est quoi?
l'investissement d'un vidéoprojecteur qui doit être bien rentabilisé. Et puis voilà. Ok, Après, bien sûr, ça dépend ce qu'ils veulent faire. Et alors, tu voulais me parler, tu nous as cité tout à l'heure je ne sais pas si peut-être que je perturbe l'ordre dans lequel tu avais prévu de nous en parler. Tu nous as parlé d'un événement du 14 Non. juillet. Il n'y a pas d'ordre, je mets en vrac si je. Oui, il n'y a pas d'ordre. Encore. Super, allez, c'est parti. Je mets tout en vrac. C'est l'été. Enfin, quand on C'est tourne, ça. c'est l'été. Donc, voilà. Du coup, parle-nous Du de coup, du cet 14 événement juillet. du 14 juillet. Voilà, c'est ça. Ouais. Du coup, c'est alors, c'est une mission. Enfin, à la base, c'est quelque chose qu'on a fait pour le fun, qui est devenu une mission de l'association aussi. C'est donc, du coup, le 14 juillet, donc le week-end du 14 juillet, c'est-à-dire cette année, ça a été le 14, le 15, 16, 17. Ouais, j'allais dire Donc, 4 jours de week-end. il y a 4, voilà. Il y a 4 jours, là, cette année. On a fait un grand week-end de reconstitution historique. Alors, c'est quoi que nous, on propose par rapport à d'autres? C'est qu'en fait, on invite en fait des reconstitueurs à faire des démonstrations pendant donc les 4 jours sous forme de spectacle. Alors, je n'aime pas le mot, mais c'est plus simple à comprendre. Donc, en fait, ce sont tout simplement les deux clans, soit français et allemand, soit Libération, on appelle ça Libération et allemand, tout simplement tout simplement des spectacles avec des pyrotechniques, donc des effets visuels et sonores surtout, de canon, des Pam, choses pam, comme pam, ça. pam. Voilà, en gros. Et donc, ça, on en fait à peu près 2 par jour sur 4 jours, donc c'est quand même très intense. Et donc, il y a ces moments-là, puis tout autour de la casemate, on fait un campement avec toutes les personnes qui sont reconstitueurs et qui veulent justement avoir leur endroit pour dormir et qui adorent ça en général, dormir sous des tentes. Voilà, chacun son avis. Et Alors là, je vois bien le truc. Nous, il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, en version Overlord, c'est-à-dire Libération, avec les camps américains. Mais par rapport à cet aspect ouais. spectacle qui a l'air de te déranger, moi, ça me fait penser quand on a les camps vikings. Parce que nous, ça, il Oui. n'y a pas un village chez nous qui n'a pas son camp viking, c'est fête viking. Ça, c'est obligé chez nous. On reste très viking dans le sang. Et généralement, effectivement, il y a donc des tentes ou des stands, en fait. Donc, les associations ont chacune leur stand. Alors, qui vend son hydromel, qui vend ses petites épées, qui vend enfin, voilà, son tissu tissé selon les méthodes anciennes. Voilà. Et à des heures précisées d'avance, il y a des bénévoles en grande tenue viking. Ils sont tous magnifiques. Ils sont trop beaux. Et ils viennent J'en suis sûre. faire une chorégraphie, hein, faut être honnête, ils viennent se battre, mais enfin, voilà, ça fait un peu chorégraphie. Souvent, je vois, ils vont expliquer le pourquoi il y avait ce combat, parce que le combat, c'était pas seulement quand ils venaient attaquer les soldats, les Vikings se battaient tout le temps. En fait, leur justice passait par un combat. Voilà. Ils réglaient leur compte au sens premier des termes, mais il y avait des règles très, 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 très précises. Et donc souvent, voilà, il y a, on va dire, un coordinateur qui explique le pourquoi du comment de ce petit combat à 2, à 3, à 4. Il y a le combat, donc qui dure 5-10 minutes, hein, pas plus. Hein. De toute façon, on essaie de tuer personne généralement. Et puis, après, ils vont rester sur la zone qu'ils avaient délimitée, mais il y a des gens qui posent plein de questions, en fait. Finalement, je me rends compte, c'est que le combat spectacle, comme tu dis, c'est un prétexte à la fois pour attirer le public, parce que tu as tous les gens qui viennent voir avec leurs gamins et tout, et aussi de pouvoir échanger. Et ils échangent, certes, sur le sujet même du combat, mais aussi sur l'association, sur les autres événements, sur la vie. Et du coup, ça embraye, quoi. Ça met en route l'engrenage. Alors que si c'était que des stands, je suis sûre qu'il y a des gens qui passeraient en faisant « Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau », mais ça resterait superficiel et ils ressortiraient sans vraiment avoir vu l'essentiel. Tu vois. Donc, je pense que Je précise, ouais, tu as vas-y, raison dis-moi. de préciser quand tu parles de ça, parce que en fait, le mot reconstitution ou même reconstitution historique, ça veut dire plein de choses. Ça peut être tout simplement, comme tu dis, un campement, ça peut être un village viking, ça peut être des combats, on va dire, sans artifice, avec des artifices,
avec des lumières, sans lumière, bref, etc. Et du coup, quand je dis spectacle, je dis pas spectacle, ça me gêne en tant que... Le terme me gêne parce que je ne trouve pas d'autres mots, mais je trouve que c'est plus simple à comprendre dans l'esprit des gens parce que, techniquement, on ne fait pas un spectacle sur la mort d'autres personnes. C'est plutôt dans ce sens-là. Oui, désolé. En fait, c'est dans ce sens-là que ça me gêne. Après, ce que j'aime bien préciser, c'est que nous, donc toi, tu as un peu expliqué, nous, notre spectacle, du coup, en fait, on a un narrateur qui nous narre une histoire qui a été du coup écrite en avance. Et en fait, sur cette histoire, il y a les combattants qui font leur combat, leur spectacle. On pourrait apparenter ça au Puy du Fou. Nous, d'ailleurs, on adore dire le Puy des Fous entre nous. Il y a un peu de la vérité, hein. Je crois que ce qui n'est pas faux. Hein. Ouais. Voilà. Et du coup, en fait, si on veut comparer quelque chose, c'est plus dans ce style-là. Vous avez les visiteurs qui sont quelque part et du coup qui peuvent du coup être sur le côté et tout voir. D'ailleurs, on aurait dans l'idée de faire venir des gradins aussi à un moment donné. Justement, j'ai été demandé, est-ce que vous avez des gradins ou on n'en a pas encore. Non, pas encore, c'est une idée pour l'année prochaine à prévoir parce que depuis le temps, ça augmente. Parce qu'en fait, on a commencé avec une vingtaine de gars au début à faire ça, juste parce qu'il y en avait un dans l'association qui connaissait d'autres gens qui voulaient faire pampan, enfin qui voulaient juste faire des combats un week-end entre eux. Et on s'est dit, on va faire ça publiquement, de toute façon, on n'a rien à perdre. Et en fait, ce qui s'est passé, que ça a pris du tonnerre, quoi. Et maintenant, on arrive vraiment à ce moment-là où en fait, on se pose la question, est-ce qu'on bascule vers un événement qui est du coup un vrai spectacle, un vrai truc très pro, quoi. Vraiment, voilà, quelque chose de vraiment bien cadré, coordonné pour accueillir un maximum de personnes. Parce que et ça du attire, coup, alors, on va dire ces petites démos pour faire la différence entre maintenant et peut-être l'ampleur que vous allez prendre. Oui. Ça, c'est payant ou c'est gratuit pour le public? Alors, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un tarif pour la journée. Donc, c'est-à-dire que quand vous entrez sur le camp, vous pouvez voir donc, ces spectacles dans la journée, plus le campement, plus la casemate, etc. Tout ce que vous voulez. Pendant une journée, vous avez un tarif à la journée. Et les autres associations, alors sans vouloir rentrer dans le détail de votre business model, les autres associations vous payent quelque chose pour leur stand, entre guillemets, ou elles en tirent un bénéfice parce qu'elles vont vendre des souvenirs, des je ne sais quoi. Comment ça se passe? Alors, on distingue deux types. Alors là, du coup, comme tu me parles d'association, je parle juste rapidement des professionnels. On a des professionnels qui viennent, notamment l'armurier, etc., qui, du coup, eux, forcément, ils payent en fait un droit de... comme sur un stand lambda. Oui, ils payent un stand comme si c'était un voilà. Parce que après, ils vont faire leur business. Donc, oui, en fait, eux, on va dire que ces professionnels-là, s'ils sont là, ils ne font pas la reconstitution, ils sont juste le pro. Donc, voilà, c'est typiquement des vendeurs de tout ce qui était militaria, ça s'appelle comme ça, ou voilà, l'armurier, voilà, typiquement, c'est ce genre de personnes-là. Ensuite, les reconstituants, donc, qui sont majoritairement des associations ou des groupes aussi, je précise, il y a quand même des gens qui ne sont pas en association, qui, justement, eux, vont rien payer. Techniquement, d'ailleurs, ça devrait être à nous de les payer dans la logique, parce qu'ils sont des acteurs. Mais justement, en fait, ils ne sont pas payés, ils sont invités à venir mettre leur campement. Donc, on leur donne un périmètre, un mètre carré, où ils peuvent faire ce qu'ils veulent, parce que le but aussi, c'est que leur campement leur ressemble pour que ça soit le plus authentique possible. Donc, il y a ça aussi. Après, là, tu disais, d'après les faire payer, en fait, c'est aussi un échange de bons procédés. C'est que vous leur donnez de la visibilité, et puisque ça leur permet de se faire connaître, éventuellement qu'il y ait du public qui les rejoigne et agrandir leur groupe. Et qu'eux, en échange, ils vous donnent du contenu qui plaît au public par ce qu'ils font et qui est intéressant. Moi, je pense que là, avec les associations ou les groupes, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de financer. Ça serait bien d'interroger plusieurs personnes sur le sujet. Là, je parlais quand je dis de les payer, parce qu'en fait, techniquement, c'est des acteurs, en fait, de ce qu'on fait. C'est dans ce sens-là, en fait, notamment par la partie reconstitution. Voilà, mais sinon, eux, ils font ça de façon par passion. Les seules personnes qu'on paye qui sont constituantes, c'est plutôt des défraiements, et c'est des personnes qui viennent avec des véhicules militaires, parce qu'on sait très bien, et d'ailleurs, j'en profite d'avoir cette tribune-là pour en parler, un véhicule des années 40, quand vous en avez un et que vous le faites tourner, sachez que pour le remplir d'essence, pour le faire fonctionner, pour trouver des pièces, etc., que c'est un travail immense, et que, par exemple, si vous traversez la France avec une Jeep, vous êtes obligé d'avoir une deuxième Jeep de rechange avec toutes les pièces, parce que, justement, vous ne les trouvez pas. Donc, voilà, c'est aussi pour ça. Alors, là, je peux en parler. Mon papa avec une Jeep Willys, c'est-à-dire une Jeep qui avait fait la guerre, qui avait été parachutée.
Et en gros, elle consommait 30 litres au 100. Voilà, donc, quand on sait le prix du carburant actuellement, Maintenant. voilà, pour donner un aperçu, c'est que le réservoir, c'est l'équivalent des bidons, là, parce que les bidons, c'est celui qui a la réserve qui est accroché derrière sur la route, tout le monde voit bien. Mais Oui. le vrai réservoir, c'est le même taille de bidon, mais sous le siège du conducteur. Donc, à 30 litres au Oui. 100, voilà, on remplit rapidement, hein, il faut souvent le remplir. Quand mon papa il se déplaçait, honnêtement, il ne faisait pas la distance. Enfin, ouais, si on traversait la France, c'était pas en Jeep. Hein, c'était, de toute façon, on aurait mis un temps fou. Généralement, c'était sur une remorque, hein, parce que sinon, Oui, tout à fait. ça arrêtait Il y a ça franchement le aussi. délire, quoi. Après, il y en a qui, voilà, qui aiment genre la descente juste pour faire voilà, Ouais, quelques kilomètres pour le fun, on va dire, le principe. Mais aussi, donc là, ces véhicules, ça peut aller de la Jeep jusqu'à des chars. Des fois, on a aussi des un chars qui char, veulent c'est tout en intervenir. disproportionnel, quoi. Ben là, c'est disproportionné. Là, oui, là, par contre, du coup, là, c'est encore pire. Voilà, c'est juste Ouais, ça. c'est tout pareil, mais en pire. Techniquement. Oui, Et puis de niveau toute façon, visibilité, oui, vas-y. remorquer le char, c'est un coût monumental, hein, ça c'est évident, quoi. Bon, ils le font Oui. eux pour leur plaisir, mais effectivement, quand ils sont commandités pour aller sur un autre centre, sur un autre camp, effectivement, payer au moins les frais réels, c'est un strict minimum, quoi. C'est évident. Après aussi, techniquement, enfin, pour les chars notamment, parce que c'est vraiment tellement disproportionné, en général, c'est soit des musées, soit des particuliers qui font que ça. Donc, voilà, ça vient après, ils sont tellement habitués que, voilà, ils Ouais, facturent. c'est Donc, un autre, ça se comprend. on rentre dans un autre business, d'accord. Oui, Bah, parce dis qu'on ne donc, conduit pas un char comme on conduit une C3, quoi. j'espère, j'espère. Donc, cet événement-là, tu sais, moi, je suis toujours ramenée sur la communication. Hein, excusez-moi, je suis Bien sûr. mononeuronale. Vous communiquez comment au sujet de cet événement du 14 juillet, là? Alors, actuellement, on communique, donc il y a deux moyens. Il y a tout ce qui est Internet. Donc, on a un site web. Alors, ce n'est pas notre canal principal, mais il existe. On a aussi, du coup, Facebook et Instagram. Surtout Facebook, parce qu'on communique beaucoup dans les groupes Facebook du coin. Et aussi, on a une communication papier qu'on a, qui est beaucoup sur des flyers, majoritairement, qu'on distribue, donc comme j'ai dit, l'Office du tourisme, etc. Mais Attends, Bertie, parce aussi, que là, je sens venir ma liste de questions. Concernant. moi, si je peux résumer. Ouais, ouais, du coup, je t'interromps avant que d'avoir 500 Voilà, questions. juste pour résumer. Et du coup, après, on a les bannières qu'on met dans le village notamment, et en tout cas dans les villages autour. Voilà, c'est tout. Non, non, mais c'était très bien, mais on va approfondir le sujet là. J'essaye de Euh, résumer pour après aller plus loin. Si tu veux, d'accord, on fait comme ça. Je reviens sur les groupes Facebook. C'est des groupes Facebook de reconstitueurs ou nous, on a ça, sortie gratuite dans le 76 ou que faire ce week-end, c'est ce genre de groupe que vous communiquez? Tout à fait. Alors, en fait, nous, on a remarqué en parlant avec d'autres qui font à peu près la même chose que nous, c'est qu'en fait, nous, notre cible, en fait, donc les familles, etc., on n'est pas sur du one-shot, on est sur des personnes qui vont venir exprès. Donc, déjà, par rapport à la localité, comme j'ai dit, on est un peu Ambiance tout de seul dans loin, la ouais. pampa, mais aussi parce que on a la chance d'avoir fidélisé pas mal de visiteurs depuis des années qui font qu'ils reviennent par eux-mêmes, par eux-mêmes. Et comme je dis, maintenant, ça vient de plus en plus loin, donc c'est top. Euh, voilà. Et donc, du coup, quand tu me parles des groupes Facebook, donc on a les deux, en fait. On communique un petit peu vraiment sur les groupes spécialistes d'histoire, reconstitution, France 40, etc. Vraiment très peu, parce que ces gens-là, de toute façon, ils sont au courant quoi qu'il arrive. Mais on communique beaucoup, et ça a été mon gros travail de cette année, ça a été de faire ça, de communiquer tous les jours sur les groupes style, comme tu dis, sorties dans le 68, idées famille sorties, des choses aussi comme, alors, comment ça Tu sais s'appelle que tu es de les groupes. Mulhouse aussi. Oui, voilà, ce genre de. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire les groupes de localité, donc style vraiment avec la ville ou le village où vous êtes. Voilà, si tu viens de machin, tu sais que tu viens de machin quand tu es là, quand tu as ça. Et voilà, tout ce genre d'endroits qui font que, de toute façon, voilà, c'est très important de communiquer donc en amont, forcément, comme on en a déjà bien parlé, de faire le plus rapidement possible, le plus tôt possible. En général, nous, on communique 10 jours avant, vraiment à fond, à fond. Et aussi de communiquer les jours en question. Et ça, j'ai remarqué, et je le dis, j'en profite aussi, c'est qu'il faut communiquer les jours. Si vous avez 4 jours, comme nous on a cette année, ben, il faut communiquer dès le premier jour, le soir,
le deuxième jour, le soir par exemple, ou En voilà, direct, quand vous en voulez, direct. en direct, troisième jour, etc. Pour voir des gens qui se disent, moi je ne savais pas quoi faire demain, tiens, j'ai vu ça, ça me donne super envie. Et on a de la chance, d'ailleurs, merci Nico, on a un photographe qui s'appelle Nicolas qui est vraiment génial et qui fait des photos hyper pro. Donc du coup, il me les donne le soir, moi je les publie. Et ça aussi, ça fait partie du truc. Et aussi, par exemple, Ouais. le lendemain, Les mettre... belles photos, ça fait toujours mieux qu'un truc de Ah groupe. oui, Des fois, je vois des photos, je sais pas, moi, un comité des fêtes, ils prennent en photo un groupe au barbecue, on voit que des dos, quoi. Au secours. c'est vrai. C'est terrible. Donc, effectivement, des fois, il n'y a pas besoin de voir tout le groupe, il n'y a pas besoin de voir la personne jusqu'à ses orteils. Des belles photos, mais d'un détail, ça peut donner beaucoup plus envie, en fait, une ambiance générale et pas mise en valeur. Quoi. Ça. Mais surtout, en plus, par exemple, là, Nicolas, il est sur 4 jours, il a fait, je ne sais pas, 600 photos, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, voilà, qui sont potables, on va dire, qui peuvent être utilisées. Ces 600 photos, ça va me durer toute l'année, voire même pendant 2 ans, parce que 600, c'est déjà énorme. Et voilà, en fait, se dire prendre un photographe à des moments ponctuels où c'est important pour nous d'être mis en valeur, c'est quand même bien. Et puis, en plus, notre photographe, lui, il est bénévole. Des photographes bénévoles, moi, j'en connais pas mal, donc je pense que c'est assez facile à trouver. Ouais. Et en plus, par rapport aux droits d'auteur, ce qui est génial, c'est aussi le fait qu'il est d'accord de nous les céder, en fait. Donc, c'est ça qui est Ouais, top. On j'imagine peut que en utiliser comme on veut, quoi. la plupart du temps, les photographes, quand ils sont bénévoles, mais ils ne peuvent pas être bénévoles à plein temps. Il faut quand même rappeler Oui, que les photographes professionnels ont aussi besoin de payer leurs factures, donc il faut accepter une fois de temps en temps de les payer, que ce soit en tant que particulier ou en tant qu'association. Mais quand ils sont bénévoles, je crois que le minimum qu'ils demandent, c'est d'être tagués, enfin, voilà, de dire que c'est eux qui ont fait la photo. Quoi. Ça leur fait de leur publicité. oui. C'est un strict minimum. Après, ça dépend du deal que vous avez avec la Voilà, personne, c'est quoi. ça. On va dire. Alors, du coup, toi, c'est pour ça que je voulais te poser les questions au fur et à mesure, sinon ma mémoire courte on oublie la Ouais. moitié des choses. Tu m'as dit, donc, les groupes Facebook, ça, on vient d'en parler. Tu m'as parlé des flyers. Je voulais avoir une notion de combien vous en faites. Les flyers, vous en imprimez Pardon, combien? Les flyers. les flyers, je ne sais pas combien on a imprimé. J'en ai aucune idée. Après, on a... Je sais pas du tout, désolée. Donc, du Aucun coup, souci, aucun souci. c'est pas Parce que, moi qui gère oui, oui, ça. je comprends. Si tu as vu l'info, c'était intéressant. Dans tout Mais je ça, sais tu quand m'as même qu'on en a oui, posé dans à peu près une trentaine d'endroits avec tous ceux qu'on est nous. ouais. Donc, endroits touristiques, précisément, je parle. Ou sinon, on a aussi des affiches. Alors, c'est le flyer, mais c'est quoi À 4 peut-être? A6, je crois. C'est deux Non, fois à non, 4. A6, c'est une carte postale. A6, c'est une carte Ah, postale. c'est A5? Non, A5, c'est une A3. demi-page. C'est A3. A3, c'est l'équivalent C'est de deux A3. feuilles. Donc, une affiche, c'est Oui, A3. voilà. Deux fois A4. Voilà, comme Ouais, c'est ça. A3, ça, Euh, ouais. du coup, des affiches A3 qu'on dispose aussi dans certaines boutiques, notamment les boutiques qui sont dans la ville, qui est juste à côté. Voilà, souvent, c'est des boulangeries, Ouais, des petits ouais, commerçants, etc. les lieux de passage. Du Pour passage, ouais. répartir là, sur vos 30 spots touristiques, euh, c'est 30 personnes différentes, c'est la même qui allait voir toutes les adresses. Comment vous avez fait ça? Alors, c'est pas la même. On va dire qu'on a, je vais dire, 5 pour sûr qui ont fait ça. Après les autres, je ne suis pas sûre. Mais oui, on a été 5 et puis franchement, on l'a fait en un jour, ça a été fait, franchement. Et par contre, le seul truc embêtant dans ce cadre-là pour les déposer, c'est qu'il ne faut pas les déposer n'importe quand. Et oui, donc du coup, Petite en fait, astuce, vas-y, parle-nous de cette petite astuce, expérience-là. c'est que en fait, du coup, le problème de ça, c'est pas de déposer des flyers. Tout le monde peut avoir envie ou un peu de temps pour le faire. Mais le problème, c'est qu'il faut les déposer à un moment stratégique. Quand je dis qu'on commence à parler 10 jours avant, il faut, alors peut-être pas y aller forcément 10 jours avant, mais nous, par exemple, on était jeudi, notre événement a commencé le jeudi, il faut se dire qu'à partir, voilà, lundi, mardi, c'est quand même les jours les mieux pour être sûr d'avoir du public qui est sur place. Parce que nous, on essaye d'avoir aussi un public, alors avec ces flyers-là, hein, ça, c'est ce but-là, c'est d'avoir un public de touristes, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas forcément de la région. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient, si vous faites par exemple 2 semaines avant, les gens qui sont 2 semaines avant, ils ne seront plus dans la région à ce moment-là. Ils Enfin, sont déjà honnêtement. repartis, ouais. Ils sont... Voilà, ils sont déjà partis. Donc, du coup, c'est ça aussi le but à se dire.
parce que, alors, et en plus, en plein été, vous pouvez être assez sûr que ce n'est pas beaucoup des gens du coin qui vont dans les musées, à part peut-être des trucs en dehors, ça c'est peut-être logique, par exemple des zoos, des choses comme ça. Mais en général, c'est quand même beaucoup plus de personnes qui sont extérieures à la région. Et nous aussi, et j'en profite aussi d'en parler, c'est que nous, on fait un flyer uniquement en français. C'est un choix qui a été fait il y a 2 ans maintenant. Pourquoi? Alors pourtant qu'on est dans une région 3 frontières, parce que malheureusement, en tant que bénévole, on ne peut pas suivre en allemand et en anglais. On n'a pas assez de bénévoles pour ça. Techniquement, ça voudrait dire qu'il nous faudrait à l'entrée, à la buvette, en guide, par exemple, à la personne qui fait l'animation et la gestion du spectacle, etc., des bénévoles anglais et allemands, enfin en tout cas qui parlent ces langues-là. C'est pas facile de trouver, donc par choix, on s'est dit qu'on communique uniquement en français et que si, et parce que ça arrive et très souvent, il y a des personnes qui sont étrangères qui viennent nous voir, et ben à ce moment-là, on avisera et on fera des visites du coup un peu plus privées du coup, parce qu'ils seront une ou deux Ouais, personnes et et dans la puis langue différente. après, je dirais, on peut assumer, hein, quand nous, si on va à l'étranger, bah, il y a des fois, on a des visites, honnêtement, on ne comprend pas tout, voilà, voire des fois rien, mais ça nous permet quand même de voir ce qui se passe. Toi, on voit l'ambiance, on voit le spectacle, on rate la partie orale Oui, ou tout à fait. écrite, mais voilà, ça, c'est bien Après, en c'est fait, bien de vous être dit, on y réfléchit, on se pose la question. Parce que bon, oui, parce que toutes les vas-y, associations n'ont pas pardon. la question, tu vois. Il y a des zones où voilà, ils sont franco-français, ils ne se posent pas la question. Vous, en limitrophe, nous aussi, hein, Ben, on s'est dit, nous, avec l'Angleterre, la question se partout. pose aussi beaucoup. Je comprends que vous soyez posé la question et je trouve ça bien, en fait, à un moment de se poser, de faire un vrai choix et de ne pas essayer de viser tout le monde. Parce que de toute façon, à viser tout le monde, on ne touche personne, hein, on n'atteint personne. Voilà. Tout à fait. Et de se dire, ben, on va faire plus de qualité en français, on avisera sur l'international à un autre moment, s'il y a l'opportunité, s'il y a un bénévole plus à l'aise ou quoi. Ouais, c'est pas mal. Oui, parce que en fait, c'est juste que notre flyer principal, on va dire le flyer qui présente la casemate, voilà, celui qui est général, celui-là a été traduit dans les 3 langues au début et on l'a refait il y a du coup 2 ans et on s'est dit, ben, est-ce qu'on fait ça ou pas? Est-ce qu'on parle de l'anglais, l'allemand, etc. Et c'était une vraie question et on s'est dit, ben, on essaye, voilà, on jette l'allemand et l'anglais. Si on doit communiquer, d'ailleurs, on va se dire qu'on va plutôt communiquer en anglais qu'en allemand. Comme ça nous permet d'englober quand même plus de personnes. Et pour se dire que, voilà, parce que moi, je vais souvent à l'étranger, j'ai vécu en Allemagne notamment, et si vous ne parlez pas l'allemand, la première langue qui va venir aux yeux de la personne qui va vous contacter, qui va être en face de vous, c'est l'anglais. Donc, il faut aussi se dire, bah, nous, en tant que visiteurs, c'est quoi qu'on a en premier? Parce que si vous êtes brésilien, américain, japonais et que vous tombez sur l'allemand, eh ben, ça va être compliqué, par exemple. Mais si vous êtes quelqu'un qui vient de ce pays-là et que vous tombez sur l'anglais, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Voilà, Oui, ça, mais je c'était comprends. voilà, des questions. Oui, ouais, ça demande effectivement une vraie réflexion. Ça y est, j'ai encore ma question qui Tu est avais une question sur échappée. les Alors, flyers. les flyers, la quantité. Ouais, tu m'as dit les 30 spots. Les spots, vous les avez distribués. C'est quoi? C'est des offices du Oui. tourisme, des hôtels, des gîtes, des chambres d'hôtes. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, c'était office de tourisme, musée et attractions touristiques, si je peux dire, du coin. C'est-à-dire, nous, ici, on a un écomusée, par exemple. Ouais, Qui enfin, fait c'est pas d'accord. D'autres sites voilà, touristiques. Ok. on est vraiment sur du tourisme. Voilà, vraiment, les personnes qui viennent pour l'agrément, comme on appellerait ça, quoi. Ok, ouais, ouais. C'est Tu sur un vois, tourisme. je suis en train de penser à une copine ici qui a un gîte. Et en fait, je sais qu'elle Mhm. elle va à l'office du tourisme pour récupérer des prospectus. Alors, elle fait son choix en fonction de ce qui lui plaît, hein. C'est obligé, parce Bien qu'elle ne peut sûr. pas prendre tout l'étalage de l'office du tourisme. Donc, puis, elle choisit aussi un peu en fonction des gens qu'elle a l'habitude de recevoir dans son gîte, tu vois. Et en fait, à l'entrée de son gîte, il y a un petit guéridon pour que quand les gens ils viennent en location, paf, ils trouvent quelques petits prospectus, tu vois. Ça, c'est bien. Et je pense que après courir après tous les gîtes, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est vrai que si vous avez quelques gîtes, c'est dommage en fait, ouais, j'imagine, c'est qu'elle a fait ça en disant, bah, si les gens ils viennent dans mon gîte au fin fond du pays de Bray, bien perdu, c'est dommage qu'ils ratent le truc qui se passe à 5 km. Ils vont retourner à Rouen, ils vont retourner à Dieppe, alors C'est qu'il se vrai. passe quelque chose de super sympa juste à côté.
Donc, c'est pour ça qu'elle fait ça. Et... Après, j'avoue qu'on n'a pas eu cette idée-là, donc c'était une bonne idée. Je pense qu'on la creusera là cette année, Voilà, en ce en moment, plus, les gîtes, mais généralement, ça ils sont assez n'a pas faciles été. à trouver. Et puis, eux, ils n'en ont pas besoin. Enfin, ils ont, comme tu dis, ils ont du monde qui tourne, hein. Généralement, des fois, ils arrivent même à faire 3 locations par semaine, parce qu'ils font un week-end, les Oui, 5 jours, le deuxième week-end. Donc, toi, ça fait quand même, pas tout à toujours, fait. mais ça peut quand même tourner. Mais eux, ils savent vous dire combien il en faut et ça ne sera pas 50, quoi. Il vous faudra peut-être laisser Non. 10. Et puis peut-être que si vous êtes d'accord, vous leur mettez sous enveloppe, vous envoyez. Et voilà, ça peut être fait facilement et pour pas très très cher, quoi. Donc, Oui, puis en plus, ça me permet, en parlant de ça, de dire que nous aussi, le fait de le faire le 14 juillet, ça a été une vraie stratégie. Aussi parce que ben, techniquement, on ne peut pas célébrer la victoire France 40 contre l'Allemagne, puisque ça a été malheureusement la ce serait pas collaboration de politiquement l'occupation. correct. Voilà, donc du coup, c'est pas possible. Mais par contre, on s'est dit le 14 juillet, pourquoi pas déjà, bah, parce qu'à l'époque, bah, quand ça a commencé, bah, c'est un week-end où les personnes étaient disponibles, puisque c'est un jour férié, mais aussi symboliquement parlant, ce qui est bien aussi, c'est que justement, on fête la liberté, le fait de ne pas être en guerre, voilà, etc., à travers cette date-là. Et c'est tout aussi une stratégie à mettre en place parce que sur ces événements-là, on sait que nous, par exemple, le 14 juillet, bah, on a forcément en concurrent direct, c'est tout ce qui est bal des pompiers, les célébrations, feux d'artifice, etc. du 14 juillet. On va dire concurrents dans le sens où ils sont en même temps que nous. Mais ça se complète bien et c'est très intéressant aussi de se dire, ben, OK, nous, on a stratégiquement dit, ben, on va faire ce week-end-là, donc aussi, il faut arriver à viser les personnes qui sont disponibles ce week-end-là, à ce moment-là. Et puis, bon, là, cette année, c'était exceptionnel d'avoir un week-end prolongé, hein. On n'a pas... C'est pas Oui, comme l'Ascension, on a systématiquement 4 jours. Là, c'est une année sur l'autre, 14 juillet, c'est c'est pas vrai. pareil. De toute façon, les gens, ils peuvent se dire, on va faire le feu d'artifice le 13, on va aller visiter la casemate le 14, faire le bal des pompiers le 15. Enfin, s'ils sont là sur plusieurs jours, ils font un petit planning et ils font des choix. Et les choix, ça peut être en fonction de l'âge des enfants, parce que le bal des pompiers le soir, Aussi. les gamins, ils sont trop fatigués. Enfin, voilà, il y a plein de trucs. Il ne faut pas avoir peur de la concurrence, hein. C'est dans un village, Non, quand il y a une boulangerie, des fois, il y a même plusieurs boulangeries et tout le monde vit. Ce n'est pas le problème. Chacun avoir sa spécificité, ne pas s'adresser. Là, sur du tourisme, on s'adresse toujours aux mêmes personnes, mais pas. Pour moi, c'est pas forcément incompatible, quoi, hein. C'est sûr, en en plus, revanche, tu j'avais... vois, le Oui, 14 juillet, c'est sûr et certain, toutes les communes vont faire leur commémoration au monument aux morts entre 9h30 et 11h30, quoi. Ça va être 10h, 10h30, enfin ce genre d'heure. C'est sûr que si tu fais un gros truc à ce moment-là, là, tu te crames, c'est le temps de tirer une balle dans le pied, quoi, c'est sûr. Mais si tu fais un truc l'après-midi, je pense que ça passe, quoi. en Ça plus, devrait il être avait été compatible. question de faire le feu d'artifice du 14 juillet chez nous en même temps que enfin, de la commune, celui de la commune du FAM, de le faire du coup sur le site de la casemate. Ah oui, Sauf qu'en puisque fait, vous avez votre terrain, il y a le terrain, c'est pas bah mal. oui. Enfin, alors, le terrain, techniquement, parce que ça, juste pour qu'on en parle, Ouais, c'est parlons-en. important aussi. Parce que techniquement, quand il n'y a que la casemate visitable, le terrain, il n'y a pas de problème. Voilà. Le terrain appartient à la commune, c'est simple. Sauf que quand on a le campement bah, avec 200 personnes, ça fait quand même du monde. Ouais. Donc, on est obligé d'agrandir un peu le terrain. Et donc, le terrain qu'on a, donc la casemate, elle est là, tout autour, c'est la commune. Et juste en face de la casemate, il y a aussi un terrain qui est utilisé par un agriculteur qui, du coup, nous donne gracieusement en fait cette partie-là pour justement le 14 juillet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il plante voilà, du blé, je ne sais plus lequel, exprès, qui du coup n'est pas, enfin, il n'est plus là le 14 Ouais, juillet. c'est ce que je vais dire, Et ça nous, dépend on de sa a... plantation. Si vous mettez un truc Oui, voilà. Je ne sais plus lequel c'est parce que je ne suis pas très douée en blé non plus. Mais du coup, je sais que c'est une lui, il calcule plantation. son truc, il anticipe Lui, sur il son truc. calcule son truc. Et en fait, du coup, bah, nous, on lui paye la perte de production voilà, de ce moment-là. C'est un peu une sorte de location, en fait. Mais D'accord. les 3 quarts de l'année, en fait, on a que bah, le terrain de la commune. Et donc, c'est pour ça qu'à la base, enfin, la commune du Vibe s'est proposée de faire un feu d'artifice sur ce terrain-là. Sauf que si on devait faire ce feu d'artifice, c'était sur le terrain de l'agriculteur, parce que sur le terrain de la casemate, c'est la casemate, mais il n'y a que l'herbe autour. Donc tout le reste, c'est l'agriculteur, en fait. Oui. Et le problème, c'est que très souvent, et on l'a vu d'ailleurs cette année, il y a beaucoup de forte chaleur et que du Ouais, coup, la le sécurité risque de sur. feu était
Ouais, était sur des épaules engagé. sèches, ouais. Voilà. Et surtout, en fait, on s'est dit que aussi pour nous, c'est pas mal aussi de se séparer parce que c'est aussi compliqué à gérer. Et surtout à l'époque, on était beaucoup moins et beaucoup moins engagés. Donc, c'était pas très simple. Voilà. D'ailleurs, justement, j'ai oublié de te demander tout à l'heure, vous êtes combien dans... Alors, il y a combien le noyau dur? Et parce qu'il peut y avoir des adhérents, mais qui sont juste sympathisants, quoi. Donc, vous êtes Oui. combien vraiment dans votre association d'actifs? Alors, du coup, en membre, du coup, en adhérent, on est une soixantaine. Par contre, en membre actif, on est plutôt la moitié, donc entre 20 et 30 en fonction, bien sûr, des jours. Mais on peut compter sur vraiment 30 personnes qui, en fonction de leur disponibilité et de ce qu'elles savent faire, peuvent vraiment animer au quotidien cet ouvrage. Bon, belle équipe. Je crois que tout à l'heure, tu m'as dit, ah, il faudra qu'on en reparle, c'est les réseaux sociaux. Tu voulais nous parler de votre communication via les réseaux sociaux, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Ah, vas-y, Oui, tout à raconte. fait, parce que ça a tout changé pour nous, en fait, et c'est pour ça que je voulais aussi un peu en parler. Oui. Parce que donc, nous, comme je le dis, on est un peu perdus dans notre pampa, quoi. Mais du coup, il faut venir nous voir, et pour venir nous voir, il faut communiquer, on dise qu'on existe. C'est tout à fait normal. Sauf que pendant très longtemps, on avait, ce qui était très bien et qui continue encore, on a des articles dans les journaux locaux, donc l'Alsace chez nous, ou les DNA, ou alors sur France 3, Alsace aussi toujours. Il faut savoir quand même qu'un article par an, c'est quand même très peu pour ce qu'on fait et pour viser vraiment des personnes intéressés par nous. Parce que comme je parlais avant, le tourisme, etc., ben, s'ils ne sont pas là le jour de l'article, déjà, est-ce qu'ils lisent les journaux, les touristes en général? Voilà, Mais non, etc. généralement, c'est que les locaux qui lisent le journal local. Oui, et puis Honnêtement, si... je ne sais pas si quelqu'un qui... Je suis en train d'essayer de me projeter parce que nous, on n'achète pas le journal, pour être honnête. Mais si je lisais le journal et que je vais dans une autre région, est-ce que j'achèterais le journal de l'autre région? J'ai un gros doute, en fait, hein, moi aussi, je ne pense pas. parce qu'on a quoi dans le journal? On a les actualités nationales et puis que des actualités locales. À chaque fois, tu as les pages commune par commune. Oui. Donc, quand on est en vacances, à part ceux qui sont accros aux informations nationales, dans ce cas-là, je pense que quand ils sont en vacances, ils achètent un journal national, enfin, j'imagine. Ouais, Oui, donc je ne suis pas sûre malheureusement, ça se qu'il... perd aussi, il faut Ouais, dire ce ça qui est se fait aussi, vrai. malheureusement. Donc, Ouais, ça donc, qui... bon, ça, après, c'est autre chose, hein, bien sûr. Mais donc c'était trop peu pour nous, en fait. ouais, je comprends. La presse pour du tourisme, c'est pas forcément le meilleur truc, quoi, ouais. Oui. Oui, parce que du coup, dans notre cas, on est obligé de compter sur les touristes à un moment donné. On peut pas... Oui, Même oui, d'ailleurs, les gens du coin sont pour nous des touristes, puisqu'ils viennent chez nous pour de l'agrément aussi. Ils viennent pour découvrir quelque chose. Donc, on est ouais. vraiment sur vraiment le tourisme pur. D'accord, ok. Euh, et donc, on s'est dit, d'ailleurs, c'était marrant, je l'ai vu cette semaine, on a créé en 2012 une page Facebook. À l'époque, il faut savoir que, je rappelle quand même, en 2012, Facebook, c'est pas du tout ce que c'est maintenant. Ouais, c'était un autre Alors, monde. c'est vrai que c'était il y a 10 ans, certes, c'était certes il y a 10 ans, mais on ne parlait pas de création de contenu, management des réseaux sociaux, voilà, tout ce qui était buzz, etc. C'était beaucoup moins cadenassé. Et surtout, en plus, à l'époque, Facebook, déjà, c'était presque un des seuls réseaux sociaux, il faut dire ce qui est vrai, mais surtout aussi, c'était en fait un réseau social où on n'avait pas cette idée de faire des stratégies. Donc nous, on a commencé à poster, mais poster. Voilà, il n'y avait pas genre, on va prendre une belle photo, on va faire des beaux textes, on va faire machin, machin. Et Vous puis, voyez, c'était... faut être honnête, c'est qu'à l'époque, tu postais, tous les gens qui étaient abonnés à ta page voyaient ta publication. Ce qui n'est franchement plus le cas. C'est qu'à Possible. l'époque, tous tes amis voyaient ce que tu voulais leur montrer. C'était Oui, tout à une fait. efficacité totalement différente d'aujourd'hui. Ouais, Tout donc, à fait, vous tout avez à fait. commencé ça. Donc, Ouais. Et en plus, on était, on va dire, un des rares à commencer ça dans notre domaine, donc dans tout ce qui était reconstitution historique, mais aussi dans tout ce qui était musées, mémoriaux de manière générale. En fait, du coup, c'est ça aussi qui a un peu propulsé le truc, c'est que donc, en même temps que comme on parlait, le fait qu'on passe à une autre génération, les gens qui sont passionnés de la Seconde Guerre mondiale maintenant, c'est pas les mêmes qu'il y a 20 ans, et surtout que c'est des passionnés qui ne se cachent plus, entre guillemets. Si on a l'image un peu caractéristique, je sais qu'ils vont rigoler derrière leur écran, mais on est en gros des gros geeks qui s'amusent à faire pampan les dimanches parce qu'on n'a rien à faire de nos journées. Voilà, cette image-là. Voilà. ça, c'est extrême Ah, et mais c'est vrai. violent comme truc.
Oui, mais ça, c'est une image qu'on avait dans les années 80-90 qui n'existe plus maintenant, en fait. Les personnes qui sont passionnées de reconstitution historique, c'est plus ça maintenant. C'est des gens qui sont fiers, qui collectionnent voilà, du matériel, etc., qui veulent les montrer et qui veulent aussi partager en parlant de ce qu'ils aiment. Notamment, on voit beaucoup aussi, donc nous, on a fait ça pour notre asso, mais par exemple, des blogs ou des chaînes YouTube de passionnés, tout simplement, qui montrent voilà, ce qu'ils aiment, tout bêtement. Et en fait, ça a commencé comme ça. Donc, on avait notre page et donc on a commencé à poster, mais aussi à prendre un peu les photos des autres, notamment majoritairement les photos des autres, en leur disant est-ce qu'on peut prendre tes photos du 14 juillet, par exemple, pour les mettre sur notre page. Et donc, ça a commencé comme ça. Bien sûr, au début, on a parlé beaucoup et majoritairement aux reconstitueurs. Et il faut savoir que pendant très longtemps, jusqu'à il y a, on va dire, 1 an ou 2 avant la Covid, 2018, quelque chose comme ça, on était quand même sur des ouvertures voilà, tous les dimanches où on faisait quand même pas beaucoup d'entrées et que aussi pendant cette période-là, on a quand même continué à poster sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que pendant 6 ans, ça a quand même, enfin, vous publiez des photos, un petit peu de texte, mais pas forcément, c'est ça? Beaucoup d'événements quand on ouvre, beaucoup de photos que nous on a prises ou que les autres prennent, des vidéos, repartage des articles, etc. quand on parle de nous, des D'accord. choses comme ça. Mais donc, il se passait des choses, mais c'était pas fulgurant, quoi. Oui, parce que c'était C'est ça que pas. j'entends. Oui, tout à fait, c'était ni stratégique, ni on était formés, ni ça nous plaisait pas plus que ça, parce que du coup, moi, en fait, à cette époque-là, j'étais en études et en plus, après, j'ai travaillé en Allemagne, donc voilà, j'étais loin, parce que je Dans tous travaillais à les sens Berlin. des termes, ouais. Voilà, je préfère dire parce que c'est pas à côté de la frontière, quoi. Et du coup, en fait, voilà, il y avait personne qui avait forcément envie de faire ça. Et ça fait aussi partie comme tu dis, des bénévoles de l'ombre un peu parce que c'est. Alors, on se rend compte, on pense toujours que tous les jeunes, ils veulent faire des réseaux sociaux, tout le monde, il veut se mettre sur Internet et tout, mais non, c'est pas du tout le cas. Et Donc, puis, un des trucs, alors ça ça, dépend. je précise quand même, c'est que il y a une autre génération croit, et la génération d'au-dessus encore, que les jeunes, ils sont nés avec Facebook, avec les réseaux sociaux, et qu'ils savent. Non, non, c'est intuitif. Ils savent mettre une photo parce qu'ils savent toucher sur le téléphone sans appuyer sur 3 boutons d'un seul coup, ça c'est C'est vrai. clair. C'est pas pour autant qu'ils savent maîtriser les nouvelles bonnes façons de faire. Parce que c'est pas juste de mettre une photo, ça c'est technique. Mais comme tu dis, c'est que Facebook et les autres réseaux sociaux, parce que l'algorithme c'est le même partout, Oui, a évolué. Maintenant, c'est de la stratégie. De la stratégie, ça demande de la compétence. On est bien d'accord. tout Et à fait. enfin, les gamins, ils sont pas nés avec cette compétence-là. Hein. Voilà, c'est pas ça. Il n'y a pas un gène Facebook qui vient d'être greffé à tous les humains. Hein. Donc, Oui. faut faire Et donc, attention comme à nous, ceux qui croient faire et qui croient savoir et qui ne savent pas. En fait, des fois, c'est pire que. Voilà. ah oui, c'est tout un métier, hein, faut pas croire hein, Mais, derrière tout ça. Bon, après, je dis ça parce que je suis community manager, mais quand mais oui, même, bien ça sûr, n'a rien à voir. ça tombe du Mais temps, parce que c'est pire et un peu je prêchais problématique. pour ma paroisse, comme je dis souvent. Mais tu as raison, mais moi, justement, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est un métier. C'est un vrai métier. On peut savoir le faire, comme il y a des gens qui savent coudre alors qu'ils ne sont pas couturiers ou couturières. On peut savoir faire un gâteau sans être Ça fait- pâtissier. On peut savoir gérer les réseaux sociaux sans être community manager. Mais ce n'est pas parce qu'on a tout à fait. 16 ans ou 23 ans qu'on sait faire ou qu'on sait faire correctement. C'est surtout ça. Oui. Bah, surtout qu'en plus, c'est vraiment la période où, justement, comme tu dis, Internet, ça a évolué. Il y a des algorithmes de plus en plus durs. Avant, comme tu disais, on pouvait voir les posts de nos amis. Maintenant, c'est de plus en plus compliqué. Et surtout, pendant cette période-là, comme on ne connaissait pas trop, on a beaucoup communiqué pour les passionnés de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui fait qu'on a accumulé beaucoup de personnes autour de nous, mais qui étaient, on va dire, constitueurs, enfin, passionnés, X ou Y, de près ou de loin de cette période-là. Mais par contre, renversement de tambour, c'est que justement, ces personnes-là avaient aussi des communautés, par exemple d'autres musées, Fort de Chenambourg par exemple, il suffisait que nous, on reposte quelque chose du Fort de Chenambourg, sans oublier, je dis, de taguer les gens, comme ça ils le voient. Et comme ça, c'est très important. Et donc, du coup, il y a des gens qui ont fait ça, et nous, on a fait ça. Et puis, on a attiré des gens qui suivaient le Fort de Chenambourg. Des choses comme ça. Et ça a commencé vraiment comme ça, comme ça.
Et on Ouais, a... le fameux principe de les amis de mes amis sont mes amis, c'est-à-dire que comme vous avez tout pris à fait. la publication du fort en les taguant Ouais, pour qu'ils sachent bien que vous les avez utilisés, mais aussi cités, enfin, que c'est un remerciement de la voilà, visibilité. Il y a des gens, ils ont été signalés de ah, attention, la casemate a publié un truc à propos du fort. Et du coup, les gens se sont dit ah bah, moi aussi je les aime, j'aime aussi la casemate. Si j'aime le fort, j'aime la casemate, et hop, je vais voir ce qui se passe chez tout la à casemate. fait. Et zoom, vous, Et aussi, c'est de la, vous les avez amorcés, enfin, apprenez à ce moment-là. tout à fait. Et j'aimerais aussi juste dire un truc parce que je me dis c'est le bon moment pour le placer. En tant qu'association, vous avez aussi une expertise parce qu'on pense aussi que on est une petite association, donc voilà, nous on est moins bien que ceux qui sont entre guillemets des musées nationaux. Pas du tout. C'est très important aussi de se dire ça parce que je sais qu'il y en a pas mal qui se posent aussi la question, Oui. mais que votre expertise elle compte autant et que justement en partageant des choses du fort de Chenambourg, etc., nous, ça nous a permis d'asseoir notre expertise et il y a maintenant même des gens, et on se dit pourquoi ils nous demandent à nous, mais par exemple, des doctorants, des gens qui font de la recherche, qui vont venir à la casemate pour voir ce qu'on a fait, en fait. Voilà, et pourtant, Et on se c'est dit, de bah, la c'est pas notre première. reconnaissance de compétences. Voilà, Tout à fait. c'est... Ça, effectivement, c'est important. Je crois que j'ai fait une. Donc, je Ah, prépare tellement de documents, mais il me ouais, semble que j'ai préparé une newsletter, ou peut-être celle de la semaine dernière, j'en sais rien. Il y a une newsletter là, en ce moment là, qui tourne sur ce sujet-là. Effectivement, on sait, en tant qu'association, on a énormément de compétences qui sont en jeu et il ne faut pas être trop modeste ou complètement complexé par rapport à des grosses structures. Et quand tu parles des doctorants, là, ce que j'imagine tout de suite, c'est que votre disponibilité n'est sûrement pas celle du musée lui-même. Parce que le musée, ça va être toute une tout structure, à il va fait. falloir appeler standard, qui va appeler le service bidule, ça va redescendre, passer en commission, en Tout réunion, à je fait. sais pas quoi. Il va falloir signer une convention, enfin, c'est le truc qui va être assez lourdingue, j'imagine. Alors que vous, on appelle, tu dis, bah, attendez, je vous passe le numéro du guide, il va vous répondre, et puis Ouais. paf, c'est fait, et d'humain à humain, très rapide. Et, enfin, ouais, j'imagine bien que c'est beaucoup plus sympa, en fait. Enfin, ça doit être beaucoup plus cool à faire. Ça me permet de passer parfaitement à la deuxième partie de notre développement. C'est justement Ouais, à partir du moment où on a parlé de humain à humain, c'est-à-dire qu'il y a... en fait, voilà, avec la Covid, j'ai perdu mon travail parce que j'étais dans un théâtre, du coup. ouais, J'étais dans un d'accord. théâtre et du coup, je suis revenue en Alsace. Et en fait, je me suis dit, parce qu'à l'époque, c'était confinement, etc., machin, en fait, en étant, on va dire, une casemate en plein air, on a eu le droit d'ouvrir parce qu'autour de nous, ça a été le plein air. Oui, Donc, ça a oui, été une oui, chance oui. incroyable. Euh, Euh, on a pu ouvrir et sans passe sanitaire parce que c'est venu après aussi enfin après notre manifestation et aussi on pouvait tellement pas accueillir autant de monde qu'il n'y avait pas de restriction par rapport à ça. Donc ça a été vraiment un grand chamboulement parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressaient à nous et moi comme justement je créais mon activité de community manager, je me suis dit attends je vais m'entraîner là-dessus. Enfin franchement j'aime ça, c'est ma passion, autant faire ça et du coup, j'ai été dédiée à cette tâche-là que j'adore. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à comprendre, enfin à comprendre, je comprenais déjà, mais c'est là où en fait, en mettant du temps, on a vraiment mis de l'investissement envers notre communauté, dans le sens où on a fait de l'humain à l'humain. C'est-à-dire qu'on a répondu aux commentaires, on a répondu aux messages, voilà, avec des délais assez courts pour une association, voilà, qui sont voilà, des fois 24 heures, des fois 48 heures. Bon, je ne suis pas tout seul derrière, je tiens à préciser quand même, il y a plusieurs personnes qui répondent. Tout ça, en fait, ça nous a permis de fidéliser des gens et surtout que les gens, en fait, qui sont venus dans cette période-là où c'était quand même assez morose, hein, pour ne pas dire d'autres mots, ils ont eu ce bol d'air frais qui leur ont plu et qui font que ça a vraiment été une édition, enfin, celle de 2021, une édition incroyable au niveau retour, on va dire, avis du public, mais aussi un budget, il faut dire ce qui est vrai. Et on s'est dit, par la suite, on va continuer comme ça, en fait. Et c'est là où je dis qu'on est un peu dans cette période bâtarde, où on est un peu dans le chamboulement. Est-ce qu'on passe à vraiment un truc plus structuré, etc. Est-ce qu'on va rechercher voilà, des partenariats, des mécénats, du financement, etc. pour faire un truc qui a de la gueule, quoi. Même si ça l'a déjà. Alors, oui, c'en est pas mal qui en jettent. Alors, je voudrais faire une pause là pour commenter. Déjà, je voudrais définir un peu le terme de community manager, parce que c'est un terme Ok. quand même technique, qui n'est pas tout à fait français.
C'est surtout par rapport aux associations qui nous écoutent, qui puissent faire la différence, par exemple, entre mon travail à moi, qui est du conseil en communication. Et justement, moi, souvent, on me dit, ah non, mais je voudrais que ce soit toi qui t'occupes de mes réseaux sociaux. C'est hors de question, je ne le fais pas. D'accord. Moi, je fais pour moi, pour l'entreprise, pour Choup. Mais voilà, moi, je suis en accompagnement et en conseil. Alors que toi, community manager, ça veut dire que c'est Je fais. toi qui anime les réseaux sociaux. Ton Ouais. boulot, payé ou bénévole, ça, c'est ton problème par rapport à la structure, à la personne qui te mandate. C'est justement de faire ce travail de réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi, dans un accompagnement, je vais dire à une association, vous devriez passer par Facebook, vous pouvez faire ceci, cela, voilà ce que je vous propose par rapport à tel événement. Il faudrait faire ça. Et puis l'association, elle peut se dire, ah non, mais moi, j'ai pas envie de le faire moi-même. Je sais qu'il faut, mais je veux pas le faire. Et dans ces cas-là, eh ben, hop, on fait un transfert vers toi ou vers d'autres personnes qui font le même job, mais vers toi, c'est très, très bien, pour que toi, tu le fasses à la place d'eux. Voilà. Bon, après, il y a des questions de budget et tout ça. Les community managers, il y a tous les budgets, parce que oui, il y a... ça dépend de ce qu'on fait, en fait. Exactement, j'allais dire, il y a toutes les missions. C'est exactement quand on achète une voiture, on peut acheter une voiture à 6 000 euros et une à 6 millions. C'est juste que ce n'est pas la même voiture. Mais, bah là, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien fait ou, plus, ou mieux fait. Ça veut juste dire qu'on ne va pas mettre la même chose dans le panier. Donc, forcément, ce n'est pas le même. Et c'est très abordable pour une association parce que c'est un retour sur investissement qui est énorme. Donc, soit l'association décide d'investir dans de la formation pour le faire elle-même correctement. Donc là, moi, typiquement, je peux accompagner sur le facteur formation. Hein, j'ai des formations par rapport à ça. Ou l'association décide de se dispenser de ce travail-là, mais le temps, c'est de l'argent. Donc, dans ces cas, il faut qu'elle investisse sur un professionnel qui, lui, va faire le travail à sa place. Et là, on arrive... je voulais préciser ça parce que je pense que, tu vois, il y a certaines... il y a beaucoup de choupis qui sont, tu vois, vraiment, c'est pas clair forcément pour eux. Ils sont pas forcément tous super accros, complètement geeks comme toi et moi. Et tout ça, c'est un espèce de magma, c'est Internet. Mais, après, oui, juste pour rappeler, parce que j'aime bien le dire aussi, tout ce qui est communication, c'est la loi de Pareto, on a 20%, 80%. 20%, c'est voilà, ce que vous faites, votre association, votre mission principale. Nous, par exemple, c'est les visites, voilà, c'est 20%. Mais 80%, c'est la communication. Voilà, et 80%, bah, ça va de voilà, parler avec son voisin du fait qu'on a un événement à aller être interviewé sur la chaîne nationale pour parler de son événement. Voilà, ça peut être plein de choses différentes. Mais surtout, donc, il faut penser à ça, ce ratio-là, se dire que oui, comme tu dis, forcément, on est obligé de communiquer, mais surtout, plus on y met les moyens, là, je ne parle pas de budget, mais ouais, moyens, l'investissement, temps les moyens humains dessus, sont... Oui, voilà, humain étant dessus que forcément, on peut y arriver. Et aussi, comme tu dis, on ne fait pas tous pareil. Et justement, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que moi, par exemple, dans mes offres, je ne fais jamais la réponse aux commentaires et aux messages privés. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je dis souvent, c'est que vous avez le message. Voilà, vous avez le message, vous n'avez pas besoin de plus. Et moi, je suis plutôt un révélateur de messages, dans le sens où, en fait, vous savez ce que vous voulez dire, mais vous ne savez pas juste comment le dire et à qui le dire. Donc, du coup, c'est plutôt ça, parce qu'on n'est jamais mieux servi par soi-même, notamment pour les commentaires et les messages privés. Sinon, ça part à la foire d'empoigne et il suffit, genre, il y en a un qui n'est pas là et tout. Voilà, c'est compliqué. Donc, je vous conseille toujours quand même, pour tout ce qui est commentaires et messages privés, de le faire vous-même. Je sais que c'est un gros investissement, mais c'est ce qui rapporte le plus humain à humain. C'est ce qui fonctionne. Donc, ce qui est évident, c'est que bah, là, il y a une association qui ne peut pas en interne faire cette communication, soit parce qu'ils ne veulent pas investir du temps. Alors moi, je n'aurais pas osé dire 20-80 pour ne pas faire peur à tout le monde. Oui, je sais. Mais bon, voilà, tu as lâché le morceau. Après, ça peut être 30 fois 70 si vous voulez. Mais on est pareil quand même. Voilà. Mais effectivement, dans tout ce que tu dis, ce qui est important, ce qui me paraît important de souligner, c'est que ton association, mais toutes les autres associations, gagnent à communiquer. Et alors que généralement, les associations vont dire on communiquera quand on aura le temps, on communiquera quand on a l'argent. Et je ne cesse à chaque vidéo de dire non, mais il faut faire la machine inverse.
il faut d'abord communiquer pour se libérer de l'argent, pour trouver de l'argent, parce qu'on va trouver du monde, tout ça. Et qu'à partir de là, une fois qu'on a de l'argent, comme dans la vraie vie, on est libre. C'est-à-dire qu'on a de l'argent, on peut payer un prestataire pour faire le boulot à notre place et donc, à partir de là, gagner du temps. Tout va ensemble. Le temps, l'argent, on sait que c'est réciproque dans tout ça. Donc, ce qui est sûr, c'est que... Malheureusement, la communication, que ce soit les assos ou autres, c'est souvent la dernière roue du carrosse. C'est ça, c'est plus tard, on le fera plus tard, mais plus tard, c'est trop tard. Alors qu'en fait, le problème, c'est que si vous ne communiquez pas, si vous ne dites pas que vous avez votre événement ou quoi que ce soit, en fait, les gens ne le savent pas. Donc, du coup, les gens ne viennent pas. Donc, du coup, ils ne vous payent pas et vous n'avez pas d'argent. C'est clair. Alors là, moi, je l'ai vécu douloureusement pour mon association de loisirs. Oui, malheureusement. Ouais, c'est que toi, par exemple, au mois de mars, on a fait un salon zéro déchet. J'ai communiqué, comme d'hab, à fond. Ça a été noir de monde. Génial. Okay. Au mois de juin, exposition d'art. J'ai communiqué comme d'hab. C'était pas noir de monde. On a un peu compté les visiteurs. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, j'étais... je sais quoi ce truc? Vraiment, c'était aberrant. Enfin, on fait un événement par mois. Donc, je fais toujours mon protocole. Je sais exactement ce que j'ai à faire. J'ai fait comme d'hab. Je ne comprenais pas. Il y avait un mystère là-dedans. Et j'ai découvert, dans la semaine là, qui vient de se passer, que le journaliste avec qui on travaille a eu sa messagerie qui a été piratée. Donc, il ne reçoit plus les messages. Donc, il n'a pas reçu mon article, mon communiqué, donc il n'a pas communiqué. Ce n'est pas passé dans le journal. Ben, mine de rien, ça fait une sacrée différence. Juste ça. Juste ça. Ce qui montre aussi de l'importance. Bon, toi, tu disais, vous n'avez pas besoin du journal. Nous, au contraire, on cible que des locaux. Donc, le journal, même si j'ai fait tout un package de communication, je vois qu'il suffit des fois de pas grand-chose pour que ça tombe à l'eau ou qu'au contraire, ça marche. Donc, il ne faut rien lâcher, il faut communiquer, c'est clair, et puis vérifier que tout va jusqu'au bout. Là, j'avoue. J'avais oublié de demander, au fait, ça, c'est oui. ça la deuxième step, en fait. Ouais, mais ça marche tellement. Si tous les mois, je l'appelle en disant, au fait, vous avez reçu, bon, forcément, il va se passer. Bon, là, j'ai vu que j'avais regretté. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait quand même une différence. Donc là, on a vu, du coup, on sait maintenant l'impact de la presse sur nos événements locaux par rapport aux réseaux sociaux. Toi, tu l'as dit, tu as vu l'impact à l'inverse des réseaux sociaux parce que vous visez large. D'ailleurs, je voulais te demander, tes publications, tu les localises ou pas? Ou tu mets... Alors, nous, oui. Oui, en tant que première image Tatas, oui. Parce qu'en plus, alors je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je sais qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a mis dans Google, pas My Business, c'est quoi? Pour référencer son... c'est Google My Business, ouais, vous avez sûrement une fiche. Ouais, Google My Business. Et donc, du coup, on a En fait, on a carrément la casemate de la chaîne barre dans le truc pour la localisation. Donc, ça, c'est génial. Et je peux taguer dessus. Et du coup, les gens savent où se situe exactement la casemate. Aussi, notre souci qu'on est en train de travailler en ce moment, mais ça va prendre des années, c'est que nous, on est desservis uniquement par les voitures. Si vous voulez venir, vous êtes obligé de venir en voiture ou, par exemple, en vélo, à pied, si vous êtes à côté. Mais à côté, c'est quand même le village, quoi. Donc voilà, et donc ça aussi, c'est un souci qu'il faut aussi mettre en avant. Je parle beaucoup d'accessibilité parce qu'il y a aussi, je pense qu'on ne se pose pas la question, mais pas tout le monde ne peut accéder des fois à vos lieux. Il faut en tout cas leur montrer que malheureusement, il y a des fois où c'est un peu plus compliqué. Pour X raison, par exemple, je pense, nous, à des mamies qui seraient en béquille, etc. C'est peut-être plus compliqué de rester sur place avec tous les trous, etc., qu'il y a autour de la casemate que des personnes en meilleure forme qui sont plus jeunes. Mais ça, c'est important aussi d'en parler avant parce que sinon, le visiteur va être déçu et donc va vous faire une mauvaise presse. Alors que s'il sait en avance, attention, je sais pas, mettez des bonnes chaussures ou attention, voilà, vous ne pouvez pas vous garer exactement devant, vous êtes obligé de marcher quelques mètres par exemple, c'est important qu'il le sache d'avance, parce que comme ça, il va être moins déçu et en fait, il va se dire, ok, donc dans ma tête, c'est clair, je sais que je vais devoir marcher quelques mètres, mais j'aime ça ne me gêne pas. Il assume. Disons que s'il y a une difficulté, il l'assume. Ouais, je comprends bien. Je suis tout à d'accord fait. avec toi. J'ai vécu ça avec un local qui était sous un grenier, c'était un truc terrible. Effectivement, on prévenait attention, escalier de la mort à chaque fois.
Mais effectivement, on avait des gens qui nous disaient toujours, ah, mais pourquoi vous êtes là-haut? Je ne peux pas venir, moi je ne marche pas, comme tu dis, avec mes Ah, béquilles, machin. Enfin, voilà, ça, effectivement, c'est un frein. Juste un escalier, des fois, c'est déjà un frein. Donc, si les gens ils arrivent à la porte, tout ils à disent, fait. ah non, il faut monter là, c'est mort, quoi. Et les gens, ils vont visiter un phare, ils savent qu'il y a un escalier, ils ne se posent pas la question. Ils viennent Oui, visiter une ben, expo, j'espère. voilà, ça, ils ne s'y attendent pas forcément, quoi. Et donc là, quand effectivement tu parles de terrain, on ne s'attend pas forcément, on n'y pense pas forcément que le terrain n'est pas nivelé et tout ça. Ah, par Euh, exemple, on fait, on est en train de, bah, ça me fait penser, on est en train de réhabiliter une deuxième casemate aussi, qui est vraiment pas loin, et qui est quand même à 20 minutes de marche dans les champs, donc c'est de la terre, donc on dit par exemple prenez des bonnes chaussures. Mais ça, c'est important d'en parler avant, parce que sinon les personnes ils se disent, ah bah c'est juste à côté. Bah non. on va faire les deux et puis ils sont arrivés en tongs ou je sais pas quoi. Bon, après, il y a des touristes en tongs de partout, mais bon, ça c'est un autre débat. Je sais pas comment ils font. Alors justement, j'allais te demander, mais c'est Ouais. peut-être ce que tu viens de nous dire, quelle était la prochaine actualité de votre association? Alors du coup, la prochaine actualité, c'est notre ouverture pour les journées européennes du patrimoine, donc le 17 et 18 septembre. On sera ouvert à partir du samedi après-midi, donc de 13h le 17 jusqu'à, alors on va faire une coupure la nuit, mais 13h, 18h le samedi et 10h, 18h le dimanche, où justement bah, vous pourrez visiter la casemate, le musée, parce qu'on a aussi un musée qui est justement, juste, je précise juste que Oh, oh, ça n'a oh. rien à voir avec la casemate dans le sens où c'est complémentaire. En fait, c'est un musée qui retrace l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Alsace. Par rapport à la casemate qui est vraiment technique sur voilà, la technique de l'Imagino, bah, le musée, justement, c'est plus sur l'histoire en manière générale. Et donc, on a ces deux-là. Et on aura quelques petites personnes qui vont venir en uniforme en plus de nous, qui vont faire un petit campement. Alors, on espère qu'on aura notre ami en Jeep. Ça, pour l'instant, il n'a pas confirmé. Mais du coup, ça sera avec grand plaisir qu'on pourra vous accueillir parce que c'est la dernière de la saison. En fait, chaque année, en fait, on finit donc en septembre. On ne fait pas d'ouverture en hiver, tout simplement parce qu'on en profite pour réhabiliter la deuxième casemate, par exemple, nettoyer, faire plein de petites choses à droite à gauche. Et sinon, on ouvre la prochaine fois. Après, ça sera en mai. Et oui, déjà. Déjà. Ok, c'est super. Donc, Bah, du écoute, coup, moi, je t'ai déjà posé pas mal de questions. Je crois que ça fait 1 heure et demie qu'on papote. Je voudrais pas abuser de ah ton mince. temps. Sauf si toi, tu as quelque chose de plus à rajouter qui pourrait être utile au choupi. Sinon, je pense que... Moi, je voulais juste dire que peu importe quel moyen vous choisissez pour communiquer, où est-ce que vous communiquez et avec qui, déjà, même si vous faites 1 heure de communication par semaine sur votre association ou même voilà, 2 heures par mois, c'est déjà plus que zéro et franchement, ça change vraiment la donne. Vraiment, on peut, rien qu'avec des petits trucs, on peut voir déjà vraiment des grandes avancées. On est d'accord. La communication d'abord, le temps et l'argent viendront après. Oui, Je te remercie beaucoup, Bertie, pour tout ça. J'arrête bah, merci à l'enregistrement. toi. Ok, Alors, attends. merci. À bientôt.